L'histoire commence à Shanghai. Dans une chambre calme, une femme aux cheveux bleu vert, Zhan Wangshen, allaite son nouveau-né. Elle dit à son bébé, Shen Shen, comme il a de la chance de simplement manger et dormir, souriant qu'elle perd le sommeil à cause de lui, mais que ça vaut le coup s'il grandit en bonne santé. À son insu, le bébé n'est pas ordinaire. Il est réincarné et a la conscience de sa vie antérieure. Pendant qu'il tète, il remarque que son cerveau n'est pas complètement développé, mais qu'il est conscient. Un écran bleu, comme un jeu vidéo, apparaît, l'identifiant comme Lin Zishan, 33 ans, avec un niveau biologique de rang 1 ordinaire. Il réalise qu'il a une capacité spéciale, une triche. À 3 mois, Lin Zishan est dans son berceau tandis que ses parents, Zhan Wanqian et Lin Yansheng, le regardent. Son père remarque à quel point le bébé semble doué physiquement, prédisant qu'il deviendra un puissant fusionneur de gènes ou au moins un cyborg. Pendant qu'il parle, Lin Zishan donne des coups de pied. Une notification système annonce qu'il a donné 10 000 coups de pied, lui accordant l'utilisation et l'amélioration de l'attribut biologique. Cette compétence permet à n'importe quelle partie de son corps qui l'entraîne de devenir infiniment plus forte, dans les limites du carbone. Il sent sa force grandir et se demande ce que son père voulait dire par fusionneur de gènes et cyborg, en imaginant des super-héros. À 4 mois, Lin Zishan a appris à s'asseoir et à ramper. Pour éviter de faire peur à ses parents avec son développement anormalement rapide, il ne s'entraîne que la nuit. Chaque fois qu'il rampe, son système le récompense avec des points. 1 mois plus tard, à 5 mois, il a maîtrisé la marche. À 6 mois, il peut enfin s'asseoir et ramper devant ses parents sans que cela ne semble trop étrange. En regardant la télévision, un reportage sur des bêtes aberrantes montre des fusionneurs de gènes et des cyborgs unissant leurs forces pour les combattre. Pour la première fois, Lin Zishan comprend que ce monde est très différent du sien. Il apprend que cette terre a muté, donnant naissance à des créatures terrifiantes appelées bêtes aberrantes. Pour les combattre, l'humanité a développé 2 voies. La première est l'ascension mécanique, où les humains modifient leur corps avec la technologie pour devenir de puissants cyborgs. La seconde est la modification génétique, où les humains fusionnent leurs gènes avec des bêtes aberrantes, devenant des fusionneurs de gènes pour combattre les monstres avec leurs propres pouvoirs. Conscient des dangers, Lin Zishan réincarné décide d'utiliser son système pour grandir en toute sécurité, de développer ses capacités en restant discret et de survivre dans ce monde périlleux. Un jour, la sonnette sonne. Zhan Wangshan ouvre la porte à une femme en robe bleue, Shu Meng, leur nouvelle voisine. Shu Meng présente sa famille, son mari Shen Jiani, et leur jeune fille Shen Xingan qui sert une poupée. Lin Zishan regarde la petite fille aux cheveux violets. Il reconnaît Shen Xingan comme sa première amie dans ce nouveau monde, sentant que leurs destins seront un jour étroitement liés. Le temps passe, et Lin Zishan se consacre à l'entraînement. À 7 mois, grâce à sa compétence d'utilisation et d'amélioration, il a maîtrisé la course, le saut et le langage de base en parlant à lui-même, gagnant des points de statistiques pour chaque activité. À 8 mois, son entraînement a progressé jusqu'à faire des abdos et des pompes dans son berceau. Il fait attention de ne s'entraîner que lorsque ses parents ne sont pas là. Mais un jour, sa mère, Zhan Wangshan, va sur le balcon et est choquée de voir son fils de 8 mois faire des abdos. Elle se frotte les yeux incrédule. Cependant, étant auteur de romans en ligne, elle le rejette comme une hallucination due au stress. Lin Zishan fait immédiatement semblant de dormir, souffle de soulagement et prend note mentalement d'être plus prudent. Quelques jours plus tard, en lui donnant un bain, Zhan Guangxin fait une autre découverte choquante. Elle crie pour son mari, Lin Yansheng. Quand il arrive en courant, elle souligne que leur fils de 8 mois a des abdos bien définis. Lin Yansheng est stupéfait. Il suggère avec enthousiasme que leur fils pourrait être un prodige unique en son genre avec un bel avenir en tant que puissant fusionneur de gènes ou cyborg. Entendant ce récit génial, Lin Zishan est soulagé que son secret soit sauf, réalisant comme il a de la chance d'avoir 2 auteurs de romans en ligne pour parents. Lin Zishan réfléchit que sur cette terre mutée, il n'est pas le seul génie. Lui et sa mère regardent un reportage sur un enfant de 2 ans d'une famille d'arts martiaux qui peut soulever une haltère de 20 kg d'une seule main. Zhan Yuanshan serre son fils contre elle, déclarant fièrement que son Shanshan est tout aussi incroyable. Lin Zishan est touché par la confiance de sa mère et se demande s'il pourra aussi soulever 20 kg lorsqu'il aura 2 ans. Au moment où Lin Zishan a 2 ans, son entraînement a porté ses fruits. Il a gardé un profil bas tout en développant secrètement sa force, soulevant facilement un poids de 20 kg d'une seule main dans le débarras. Sa séance est interrompue lorsque sa mère appelle pour dire que Hanan, le surnom de Shen Qing'an, est là pour jouer. Surpris, il pose le poids et sort. Il ouvre la porte pour trouver Shen Qing'an, maintenant aussi âgé de 2 ans, lui offrant une tarte. Lin Zishan remarque intérieurement qu'en raison de leurs âges mentaux différents, ils ne jouent pas de manière conventionnelle. Alors que Hanan est un enfant en bas âge typique, il utilise chaque instant pour s'entraîner. Il a trouvé une façon unique de passer du temps avec elle. Comme elle aime rester près de lui, elle sert de gilet lesté parfaitement ajusté pour ses exercices. Il y a cependant un problème récurrent, dont il est rappelé lorsqu'il sent une humidité chaude et s'exclame que Hanan lui a encore fait pipi dessus. Une autre année passe. À 3 ans, la force de Lin Zishan a augmenté de façon exponentielle, et il peut soulever un poids de 40 kg d'une seule main. En regardant la télévision,
il voit un reportage sur un prodige de 4 ans soulevant une haltère de 30 kg et note avec satisfaction qu'il est déjà plus fort. Malgré ses progrès, son système affiche toujours son niveau biologique comme étant de rang 1 ordinaire. Il se demande ce qu'il faudrait pour atteindre le rang 2. Avec ces questions à l'esprit, il sort de sa maison pour la première fois. Le monde extérieur est un paysage urbain futuriste époustouflant avec des hommes bêtes et des cyborgs, qu'il suppose être les fusionneurs de gènes et les cyborgs dont il a entendu parler. Accompagné de sa mère et de leurs voisins, Xuman et Shen Qingyan, il se dirige vers la bibliothèque. Comme ses parents ne le laissent pas utiliser d'appareils électroniques, les livres sont sa meilleure source d'information. À la bibliothèque, sa mère le dirige vers la section enfants, mais Lin Zishan se dirige vers des encyclopédies avancées, suivi d'une Shen Qingyan inquiète. La mère regarde avec confusion. Xu Meng demande pourquoi il aime ces livres, et Zhan Wangxin suppose que ce sont ses gènes de génie. Pendant que Shen Qingyan lui offre des biscuits, Lin Zishan est absorbé par sa lecture. Grâce au livre, il apprend que toute vie est classée en 6 niveaux biologiques, ordinaire, avancé, rare, épique, légendaire et mythique, chacun étant divisé en 9 rangs. Il réalise que les humains normaux comme ses parents sont au bas de l'échelle, rang 1 ordinaire, aussi insignifiant que des fourmis par rapport aux êtres de niveau supérieur. Cette connaissance allume un feu sous Lin Zishan. Il doit accélérer son entraînement tout en maintenant sa couverture. Son système le signale à une nouvelle quête. Lire 100 millions de caractères pour être récompensé par la racine céleste de la sagesse. Enthousiaste à l'idée d'entraîner à la fois le corps et l'esprit, il accepte. Pendant l'année suivante, Lin Zi peut répartir son temps entre l'entraînement physique et une lecture vorace. À 4 ans, lui et Shen Qingyan entrent à la maternelle, main dans la main avec leur institutrice, Mademoiselle Zhang Mei. Son travail acharné porte ses fruits. Peu après la rentrée scolaire, il atteint le niveau ordinaire 2. Ses prouesses physiques sont immenses. Il peut soulever un poids de 80 kg d'une seule main, sauter en hauteur à 1,2 m et courir le 100 mètres en moins de 11 secondes. Des statistiques exceptionnelles pour un adulte, sans parler d'un enfant de maternelle. Un jour, il trouve des enfants autour de Shen Qingyan qui pleurent, la traitant de « pipi au lit ». Voyant son ami se faire harceler, il sait qu'il doit agir. Il se jette spectaculairement au milieu des brutes. Il les fixe du regard et lance une menace terrifiante. Si quelqu'un harcèle Anan encore une fois, il lui fera pipi sur le lit tous les jours. La menace enfantine mais menaçante fonctionne. Les brutes éclatent en larmes, jurant de ne plus jamais revenir à la maternelle. Shen Qingyan regarde son protecteur avec admiration. Cet acte lui permet de débloquer un nouveau succès, le titre de « Roi des enfants de maternelle » et une nouvelle série de quêtes. Il est ravi de pouvoir travailler sur plusieurs quêtes à la fois. 6 mois plus tard, il termine sa quête de lecture. Après avoir lu 100 millions de caractères, il reçoit la racine céleste de la sagesse, lui conférant une mémoire eidétique parfaite et une capacité d'apprentissage humaine maximale. Le temps passe, et Sun et Shen Qingyan ont presque 7 ans, posant pour leurs photos de fin d'année de maternelle. Même pendant les vacances, Lin Zishan ne se repose pas, désormais assez fort pour s'entraîner avec une barre de 200 kg. Pendant les vacances, ses capacités ont atteint de nouveaux sommets. Il pouvait sauter à plus de 2 mètres de haut et avait franchi la barrière des 8 secondes au 100 mètres avec un temps de 7 secondes et 98 centièmes. Son esprit était tout aussi vif, boosté par son nouvel attribut. Il avait déjà terminé la majeure partie du programme de l'école primaire. Sa nouvelle vie a commencé à l'école primaire Sunshine. Comme il étudiait déjà des matières avancées par lui-même, les compétitions scolaires étaient faciles. Il a facilement remporté la première place au concours national scolaire d'école primaire, juste pour débloquer son titre le plus rapidement possible. Lorsqu'il avait du temps libre, il donnait des cours particuliers à Shen Qingyan. Bien qu'elle ne soit pas un talent exceptionnel, elle était diligente. Grâce à son aide, ses notes se sont considérablement améliorées. Et après un semestre, elle était classée 2e de la classe, Lin Zishan étant en tête. Pour accélérer sa quête, il a également participé aux rencontres sportives scolaires, battant tous les records. Au moment où il pensait que sa vie scolaire allait continuer dans cette routine prévisible, un nouvel élève transféré spécial est apparu. Le professeur a présenté la nouvelle venue, une fille aux longs cheveux bleus argentés nommée Bei Shui. Lin Zishan a immédiatement su qu'elle était différente. Alors qu'elle se tenait dans l'embrasure de la porte, il pouvait sentir une faible aura inhabituelle qui n'appartenait pas à un humain normal. En tant que nouvel élève transféré, Bei Shui va chercher une place assise, les autres élèves la regardent avec curiosité. Shen Qingyan se penche vers Lin Zishan, qu'elle appelle Xiao Shen, et lui chuchote à quel point les cheveux de Bei Shui sont jolis, comme des flocons de neige d'hiver. Cependant, Lin Zishan n'a pas envie de discuter d'esthétique. Alors que Bei Shui s'assoit près de lui, son esprit est concentré sur l'étrange aura non humaine qu'il ressent chez elle. Il se demande si elle pourrait être une fusionneuse de gènes ou la descendante de l'une d'elles. Dans les jours qui suivent, Bei Xu s'avère être une énigme. Elle ne parle à personne et pose sa tête sur son bureau dès la fin du cours, restant immobile. Elle ne se lève presque pas pour aller aux toilettes. Au début, les élèves sont curieux, allant même jusqu'à prendre des photos avec elle pendant qu'elle dort. Mais comme son comportement ne change pas, ils perdent intérêt, et la salle de classe retrouve sa routine.
Ce morceau est brisé plus d'un mois plus tard. Un phénomène bizarre commence. Bae-shui commence à sécréter un liquide blanc visqueux. La substance a une odeur nauséabonde et coule le long de ses vêtements et de ses jambes. Les autres élèves réagissent avec dégoût, se plaignant de l'odeur terrible. Un méchant rit d'un commentaire grossier sur le liquide, puis verse sa bouteille d'eau sur sa tête, prétendant la laver. Humilié et trempé, Bae-shui serre le poing sur le bureau, et des larmes coulent sur son visage alors qu'elle commence à pleurer, ses épaules tremblant de sanglots silencieux. Les brutes éclatent de rire cruel à sa détresse. Observant depuis leur bureau, Shen Qing'an se tourne vers Lin Zishan avec une expression inquiète, lui demandant s'ils peuvent aider la pauvre Bae-shui. Lin Zishan est confus. Il avait senti que Bae-shui était dangereuse, alors il ne comprend pas pourquoi elle pleure. Il accepte d'aider. En marchant vers les brutes, il réévalue son évaluation. Même s'il ne la comprend toujours pas, il réalise que pour l'instant, elle ne représente pas une menace. Ce n'est qu'une fille faible qui se fait harceler, et il doit intervenir. Lin Zishan s'approche du principal tyran et le prend par le col, en appelant son nom, Guanshin. Avec un sourire menaçant, il ordonne au garçon d'essuyer l'eau du bureau de Bae-shui. Guanshin est terrifié et bredouille qu'il va le faire tout de suite. Les autres brutes savent qu'elles sont en difficulté. Lin Zishan est célèbre à l'école pour être doué à la fois pour les études et pour le combat. Même les élèves de 6e n'osaient pas se mêler à lui. Sachant qu'il vaut mieux se conformer, ils prennent rapidement des mouchoirs et nettoient le désordre. Une fois le bureau propre, le regard de Lin Zishan balaie le groupe. Il ordonne à tous ceux qui sont impliqués de s'excuser auprès d'elle immédiatement. Les brutes, en sueur et terrifiés, s'exécutent rapidement. Ils se mettent en rang devant son bureau et baissent la tête, présentant leurs excuses et promettant de ne plus jamais la harceler. Les brutes étant partis, Bae-shui lève les yeux encore larmoyants. Elle remercie avec gratitude Lin Zishan et Shen Qing'an. Shen Qing'an pose une main réconfortante sur l'épaule de Bae-shui, lui disant que les camarades de classe sont censés s'aider mutuellement. À partir de ce jour, Shen Qing'an se donne pour mission de se lier d'amitié avec la fille aux cheveux blancs silencieuse, entraînant toujours Lin Zishan avec elle. Les trois commencent à passer leur temps libre ensemble. Shen Qing'an est particulièrement gentille, partageant toujours ses collations les plus délicieuses avec Bae-shui en premier. Lors d'un de ces moments, alors que Shen Qing'an lui offre une friandise, Bae-shui hésite. Elle les regarde et leur demande si elles ne sont pas dégoûtées par elle parce qu'elle sent si mauvais. Elle s'excuse de ne pas leur avoir fait confiance, mais depuis son enfance, elle a toujours été ostracisée par tout le monde. Le fait que quelqu'un soit gentil avec elle lui semble tellement irréel qu'elle pense rêver. Bae-shui lève les yeux, surprise, lorsque Shen Qing'an lui dit fermement que ce n'est pas un rêve. Shen Qing'an sourit doucement et dit qu'elle sait ce que c'est, alors elle ne sera jamais dégoûtée par elle. Elle déclare que tant que Bae-shui le veut, elles seront amies pour toujours, entraînant Lin Zishan, un peu exaspéré, dans cette promesse. Submergé par l'émotion, Bae-shui serre Shen Qing'an dans ses bras. Des larmes de gratitude coulent sur son visage tandis qu'elle les remercie de leur gentillesse. Après s'être calmée, elle leur dit qu'elle veut leur faire un cadeau en retour. Elle tend un collier avec une paire de crocs de bête, expliquant que c'était un cadeau d'anniversaire de sa mère. Elle le leur donne, espérant que cela puisse être un symbole de leur amitié. Shen Qing'an accepte avec enthousiasme, et les trois enfants se tiennent ensemble dans la cour de l'école au coucher du soleil, déclarant joyeusement qu'ils seront amis pour toujours. Cependant, juste au moment où leur amitié nouvellement forgée s'est solidifiée, l'inattendu s'est produit. Un jour, Shen Qing'an est stupéfait d'apprendre que Bae-shui a quitté l'école. Lin Zishan le confirme, révélant qu'il l'a vu remplir les papiers de retrait. Il repense à l'avoir observé depuis le seuil du bureau du directeur. Il a vu Bae-shui avec le directeur et un grand homme intimidant avec des bras cybernétiques. Le directeur a assuré à l'homme que les papiers de Bae-shui étaient complets et que ses informations seraient confidentielles. Cette rencontre a confirmé les soupçons de Lin Zishan que l'identité de Bae-shui n'était pas simple. À partir de ce jour, il n'a plus jamais revu Bae-shui, se demandant ce qu'elle était devenue. Mais il note que les événements qui ont suivi sont ceux qui ont vraiment retenu son attention. Quelque temps plus tard, Lin Zishan est à la maison en train de faire un massage à sa mère, Zhang Guangxin. Elle soupire de soulagement, lui disant que le massage est parfait après une longue journée de frappe. Lin Zishan note intérieurement qu'il a appris des techniques de massage professionnel grâce à sa racine céleste de sagesse, et est surpris de son utilité. Leur soirée tranquille est interrompue par un important reportage. Il présente une autre réalisation incroyable du prodige de Kyoto. À seulement 10 ans, le garçon a réussi à fusionner avec des gènes de bêtes aberrantes et peut maintenant soulever un rocher de 500 kg d'une seule main. Lin Zishan reconnaît le garçon et réalise avec un choc que son rival a déjà commencé la fusion génétique. Son père, Lin Yansheng, se plaint que le prodige de Kyoto est toujours à la télévision, se demandant s'ils essaient de le transformer en influenceur. Les parents en discutent. Lin Yansheng explique que le garçon vient d'une famille d'arts martiaux millénaires, donc ils ont probablement une technologie de fusion génétique avancée. Zhan Wangxin soutient qu'il est mal d'utiliser un enfant comme cobaye. Son mari rétorque que pour une telle famille, les intérêts de la famille passent avant tout, ce qui lui vaut un sarcastique « tu sais tout » de sa femme. Pendant que ses parents se chamaillent, Lin Zishan est plongé dans ses pensées. Il se souvient qu'avant la fusion, le prodige pouvait soulever 100 kg. Maintenant,
Il peut soulever 500 kg, soit 5 fois plus. En comparaison, l'Inziquin, à seulement 8 ans, peut déjà soulever un poids de 300 kg d'une seule main sans aucune fusion génétique. Il conclut avec un coup de poing confiant que son propre potentiel est bien plus grand. Sa confiance était au sommet, mais ce sentiment a été de courte durée. Le prochain reportage lui a appris la vraie signification de la peur. Un bulletin d'information montre une ville d'un pays voisin complètement dévastée par une énorme explosion. Le reportage indique que, d'après les images, l'attaque a été menée par d'énormes rats aberrants. L'écran montre des images horrifiantes de rats monstrueux envahissant les ruines, attrapant une femme qui crie dans leur mâchoire massive, puis la dévorant brutalement. Le reportage continue, confirmant que des hérétiques étaient responsables de l'attaque des rats aberrants, attisant les flammes dans l'ombre. Lors d'une conférence de presse, un responsable du pays de Sakura dévasté demande une aide internationale, expliquant que les hérétiques sont une secte occulte manipulant les bêtes. En regardant les nouvelles, l'Inzichan apprend que la secte est une organisation anti-humaine de trafiquants qui servent les bêtes aberrantes pour leur propre profit. Il se sent soulagé d'être né dans un pays puissant et stable, ce qui lui donne un endroit sûr pour devenir plus fort tout en restant discret. Ses pensées sont brisées par des booms soniques à l'extérieur. Il se précipite à la fenêtre et tire le rideau pour voir un escadron de cyborgs lourdement armés survolant le ciel nocturne. Il se demande pourquoi autant sont déployés, espérant que rien de mauvais n'arrive. Le lendemain matin, tout semble normal. L'Inzichan attend Shen Qinggan qui arrive en courant, s'excusant d'être en retard. En s'approchant, il remarque quelque chose d'étrange. Le collier à crocs de bête que Beishue leur a donné, maintenant porté par Shen Qinggan, émet une lueur bleu vif. Il se rend compte que le croc provient d'une bête aberrante et est la source de la faible aura non humaine qu'il avait sentie chez elle. La lueur s'estompe aussi vite qu'elle est apparue, et les deux n'y pensent pas beaucoup. Cependant, entre les cyborgs et la réaction du croc, l'Inzichan sent que quelque chose de mauvais va arriver. Sur le chemin de l'école, une femme frappante aux longs cheveux roux et vêtue d'une robe noire s'appuie contre un réverbère en les observant. Elle commente sur le fait qu'ils sont adorables et se place devant eux en leur demandant s'ils sont frères et sœurs. Shen Qinggan la corrige fièrement en expliquant qu'ils sont les meilleurs amis d'enfance. La femme sourit pensivement en disant qu'elle aimerait aussi avoir un ami d'enfance. Puis son expression devient sinistre. Elle se penche, les yeux brillants, et demande pourquoi ils vont à l'école seuls et où sont leurs parents. Alors que Shen Qinggan commence à répondre, Lindsay la prend rapidement par la main, l'interrompant. Il l'entraîne, déclarant qu'ils vont être en retard, laissant la femme mystérieuse derrière eux. Une fois à une distance de sécurité, il réprimande gentiment Shen Qinggan, en lui rappelant de ne pas parler aux inconnus. Elle hoche la tête. Après l'école, l'Inzichan les conduit dans une ruelle déserte. Shen Qinggan commente nerveusement à quel point c'est effrayant. L'Inzichan explique que la zone est prévue pour démolition, et que tout le monde a déjà déménagé. Leur promenade est interrompue par une voix familière. La femme aux cheveux roux du matin apparaît, commentant qu'ils sont enfin sortis de l'école. Elle n'est pas seule. Un grand homme musclé nommé Sheng est avec elle. La femme dit à Sheng qu'elle a les enfants ici. L'Inzichan est alarmé. Il avait délibérément choisi un itinéraire différent, mais elle les avait quand même suivis. La femme essaie de les attirer plus près avec une voix douce, leur offrant des friandises. Son complice, Sheng, s'impatiente. Il lui dit d'arrêter de parler et de simplement assommer les enfants pour en finir. Sans autre mot, Sheng se précipite vers eux avec un chiffon, criant qu'il est pressé de les vendre pour de l'argent. Alors qu'il se rapproche, l'Inziquin pousse Shen Qinggan hors de son chemin et se prépare à l'affronter. Il serre le poing et lance un coup de poing puissant de toutes ses forces. Le coup atteint directement le visage de Sheng, stoppant l'homme plus grand net. La force immense envoie Sheng voler en arrière dans l'allée avec un cri de douleur. La femme aux cheveux roux regarde avec une incrédulité totale, choquée qu'un écolier puisse envoyer un adulte voler. Au sol, Sheng crache du sang, stupéfait. Sheng étant à terre, l'Inzichan se tourne vers la femme aux cheveux roux. Avant qu'elle ne puisse réagir, il lui assène un coup de poing solide au milieu du corps, suivi d'un uppercut puissant qui la rend inconsciente. Se tenant au-dessus des kidnappeurs vaincus, son expression se durcit. Il ramasse une brique à proximité, ses intentions sont sinistres. Il se dit qu'en l'absence de caméras dans l'allée déserte, il doit les achever. S'ils vivent, ses pouvoirs surhumains seront révélés, ruinant son plan de se faire discret et de devenir plus fort. Au moment où il s'apprête à porter le coup final, le sol tremble violemment. Un puissant tremblement de terre secoue l'allée, les prenant au dépourvu. Un instant plus tard, une énorme main griffue traverse le mur d'un bâtiment voisin. Un monstrueux rat aberrant géant émerge de la poussière et des décombres, les dominant de sa hauteur. La bête ignore les enfants et surplombe la femme inconsciente, mais au lieu de la dévorer, elle la décapite d'un rapide coup de griffe. Le rat ramasse alors sa tête coupée tandis que Shen Qinggan hurle de terreur. Reconnaissant le danger, l'Inzichan prend Shen Qinggan, horrifié, dans ses bras. Il lui dit que c'est un rat aberrant géant, et qu'ils doivent se mettre en sécurité. Il se retourne et s'enfuit en courant, la portant alors qu'il s'échappe. Alors qu'il s'échappe, un éclair rouge et or traverse le ciel. Une cyborg avec des cheveux blonds et des accessoires d'oreilles de lapin sur son casque plonge dans l'allée. Elle se déplace à une vitesse incroyable, un flot de mouvement alors qu'elle dépasse le rat. Shen Qinggan,
regardant par-dessus l'épaule de Linzeken, s'exclame à quel point le cyborg est incroyablement rapide. Le cyborg atterrit gracieusement derrière le monstre. Face au rat, la cyborg prépare son attaque. Son gantelet brille alors qu'elle charge son arme et annonce une fumée anesthésique. Elle tire des projectiles sur le monstre, provoquant des explosions massives qui secouent l'allée. Linzichan protège Shen Qing'an de l'explosion. Le rat aberrant est pris dans les explosions enflammées, rugissant de douleur, et est laissé étourdi par la fumée anesthésique. Voyant son ouverture, le cyborg se précipite en avant et achève la bête affaiblie dans un tourbillon de coups. Plus tard, Linzikin regarde un reportage sur l'incident à la maison. Il analyse le combat en concluant que le niveau de puissance du cyborg n'est probablement pas très élevé. Il se dit qu'elle a dû d'abord affaiblir le rat, et qu'il lui a quand même fallu 7 minutes pour le tuer. Il réfléchit au danger des rats aberrants géants, sachant que ce sont des créatures résistantes qui peuvent mesurer plus de 10 mètres de long et atteindre le 5e niveau ordinaire. Heureux qu'il se soit échappé indemne, l'incident lui rappelle les dangers du monde. Il décide d'intensifier son entraînement pour se protéger et protéger ceux qui lui sont chers. On le voit plus tard dans son espace d'entraînement en train de faire des squats lestés avec une lourde barre, son système le récompensant avec des points. Bien que la menace des rats aberrants plane, la vie continue. Bientôt, lui et Shen Qing'an célèbrent leur 9e anniversaire avec les deux familles autour d'un grand gâteau. Après avoir fait des vœux, ils échangent des cadeaux. Grâce à sa racine céleste de sagesse, Linzichan avait appris à sculpter en une nuit et avait fabriqué une épingle à cheveux en bois complexe pour Shen Qing'an. Elle est folle de joie, la place dans ses cheveux et s'exclame combien elle l'aime. Le temps passe vite, et bientôt Linzichan et Shen Qing'an sont diplômés de l'école primaire et commencent l'école intermédiaire. Alors qu'ils partent, son système l'informe qu'il a terminé la domination de 9 ans de réalisation de l'éducation obligatoire, débloquant les titres de roi des enfants de la maternelle et de meilleur chien de l'école primaire. Il est ravi de débloquer ensuite le titre de seigneur du collège, ce qui lui accordera l'attribut de survie du plus apte. Pendant la pause, il s'en tient à un régime d'entraînement de haute intensité. Son entraînement comprend 1000 pompes avec un énorme rocher sur le dos, ce qui lui confère d'énormes améliorations de statistiques. Son travail acharné porte ses fruits. Juste avant le début de l'école, après une course de 10 km, son système annonce que son niveau biologique a franchi le 3e niveau ordinaire. Ses attributs physiques ont augmenté de façon spectaculaire. Il peut maintenant soulever 700 kg d'une seule main, a un saut vertical de 4 mètres et peut courir le 100 mètres en 6 secondes. Alors que sa puissance augmente, il se demande quel niveau a atteint le prodige de Kyoto. Par coïncidence, un reportage est diffusé à la télévision la veille de la rentrée scolaire. Le reportage révèle que le prodige, maintenant âgé de 14 ans, a fusionné avec des gènes de fourmis géantes et peut soulever un bloc d'alliage de 2000 kg d'une seule main. Linzichan calcule que puisque les gènes de fourmis géantes augmentent la force d'un facteur de 4 à 8, la véritable capacité de levage du prodige sans l'amélioration génétique n'est que d'environ 500. Cela signifie que Linzichan est toujours fondamentalement plus fort. Il sourit, imaginant à quel point il deviendra puissant avec la future fusion de gènes. Le lendemain, le collège commence. Parce qu'il était le meilleur élève de la ville, tous les meilleurs collèges ont essayé de le recruter. Il a accepté l'invitation du collège de Shanghai, mais seulement si Shen Qing'an pouvait être dans sa classe. Lors de l'inscription, ils sont accueillis par le directeur et leur nouveau professeur principal qui exprime à quel point ils comptent sur lui. Après quelques plaisanteries, il trouve une excuse et part avec Shen Qing'an. La vraie raison pour laquelle il a choisi le collège de Shanghai était pour ses excellentes installations sportives. Ils avaient prévu de jouer au badminton sur le terrain de l'école avant le début officiel des cours. Sur le terrain, une Shen Qing'an excitée dit à Linzichan, Xiaoshan, il devrait commencer. Elle sert avec une envolée, appelant sa balle courbe de fée. Linzichan attrape facilement le volant en plein vol, mais leur partie est interrompue. Un groupe d'élèves de classe supérieure s'approche, et leur chef avec une casquette à l'envers attrape le volant, les informant que le terrain est réservé. Ses amis ont offert de façon moqueuse de laisser Shen Qing'an rester et s'entraîner avec eux. Shen Qing'an tient bon, leur disant qu'ils doivent suivre les règles, et qu'ils étaient là en premier. Linzichan, les voyant s'approcher trop près de Shen Qing'an, intervient avec une expression froide. Il leur dit de s'éloigner d'elle et leur rappelle la règle du premier arrivé, premier servi. Le chef ricane, déclarant avec arrogance qu'il prend le terrain. Le chef tient le volant et le lance en l'air, mais avant qu'il ne puisse servir, Linzichan bouge. Il déclare qu'à partir de maintenant, ces règles sont les seules qui comptent. Avec une poussée de puissance, il saute et frappe le volant avec une force incroyable. Le volant traverse le terrain comme une fusée, un flou blanc. Il se déplace si vite que le chef a à peine le temps de réagir. La force de l'impact brise sa raquette et fait voler sa casquette. Les élèves de terminale sont sous le choc, en sueur et tremblants. Ils se demandent si Linzichan est humain, se demandant même s'il est un fusionneur de gènes. L'un d'eux remarque avec terreur que si le tir avait été un peu décalé, la tête de leur chef aurait été emportée. Complètement intimidés, les élèves de terminale s'inclinent profondément en signe d'excuse. Ils disent à Linzichan qu'ils comprennent les règles maintenant et qu'ils vont partir immédiatement. Ils battent alors en retraite. Peut-être parce que la nouvelle de l'incident s'est répandue, plus personne n'a osé intimider Linzichan ou Shen Qing'an.
À part le fait d'être plus grande avec de meilleures installations, leur nouvelle vie scolaire était à peu près la même. Sur le plan scolaire, Lindsay Shen était loin devant, ayant terminé le programme du collège depuis longtemps. Pendant les cours, il lisait des livres intéressants pour passer le temps. La nuit, après les entraînements, il utilisait sa racine céleste de sagesse pour acquérir de nouvelles compétences en ligne, en s'essayant rapidement à la cuisine, à la photographie, à la conduite, à la natation et à divers sports. Pour débloquer le titre de suzerain du collège, il ne s'est pas contenté d'être premier dans toutes les matières. Il a également représenté l'école dans des compétitions nationales. Il se tenait au milieu d'une montagne de trophées. Pour ne pas attirer l'attention, il faisait attention à ne pas gagner la première place dans toutes les compétitions. Un semestre s'est écoulé et le titre n'était toujours pas débloqué. Cependant, ses performances lui ont valu de nombreuses fans qui ont laissé des piles de lettres d'amour sur son bureau. Il les ignorait. En dehors de donner des cours particuliers à Shen Qinggan, il s'est concentré sur le prochain festival sportif de l'école. Il pensait que s'il le dominait complètement, il finirait par débloquer le titre. Pour le festival, il ne s'est inscrit qu'à 3 épreuves, le lancer du poids, le saut en hauteur et le sprint, représentant la force, le saut et la vitesse. Il a réalisé un étonnant lancer de 201 mètres au lancer du poids. Bien qu'il se soit retenu pour ne pas paraître trop surhumain, il a quand même facilement remporté la première place dans toutes ces épreuves. Alors qu'il était assis avec Shen Qinggan, admirant sa médaille d'or, il a senti une nouvelle puissance parcourir son corps. Une notification du système est apparue annonçant que, comme ses réalisations dépassaient de loin tous les autres étudiants, il avait débloqué le titre de suzerain du collège. Avec les 3 titres de l'âge scolaire débloqués, la réalisation de 9 années d'enseignement obligatoire a été accomplie, et il a obtenu le nouvel attribut biologique, la survie du plus apte. Alors que le pouvoir le traversait, il réalisa avec satisfaction que le titre avait enfin été débloqué. Alors que Lindsay Shen et Shen Qinggan quittent l'école, il considère son nouvel attribut de survie du plus apte. La capacité permet à un prédateur de dévorer l'essence de vie d'autres créatures pour évoluer. Il se demande ce qu'est l'essence de vie, perdu dans ses pensées jusqu'à ce que Shen Qinggan lui demande d'attendre. Revenant à la réalité, il a une idée. Il demande à Shen Qinggan s'il peut lui emprunter son collier de croc de bête. Elle accepte et le lui tend. Au moment où ses doigts touchent le croc, une notification du système apparaît. Il l'informe qu'il a dévoré une trace de l'essence de vie du papillon géant abyssal, débloquant un nouveau guide avec une progression de 1%. Une image spectrale d'un papillon sombre massif avec des yeux sur ses ailes apparaît autour de lui. Il est stupéfait de réaliser que le croc est une dent de papillon. Cette nuit-là, espérant en savoir plus, il recherche le papillon géant abyssal en ligne. À sa grande surprise, la recherche ne renvoie aucun résultat. Réalisant qu'il devra étudier cette bête exotique par lui-même, il se souvient que Bexu leur avait donné une paire de crocs. Il fouille dans son sac et trouve la deuxième dent. Tenant le deuxième croc, il absorbe une fois de plus son pouvoir. Une autre notification du système confirme qu'il a dévoré une deuxième trace d'essence de vie, mais la progression du guide n'augmente que de 2%. Il regarde le croc avec déception, réalisant qu'il ne reste plus beaucoup d'essence de vie dedans. Il en conclut qu'il doit trouver un autre moyen de débloquer la pleine puissance du papillon géant abyssal. Le lendemain après l'école, pour améliorer son entraînement et assurer une voie d'évacuation rapide de toute bête aberrante, Lindsay Shen commence à emmener Shen Qinggan à vélo à l'école tous les jours. Alors qu'il quitte l'enceinte de l'école, un homme l'interpelle. Zishan, l'homme en survêtement, les arrête et se présente comme l'entraîneur Go de l'équipe d'arts martiaux de l'école. Il loue la performance de Lindsay Shen à la rencontre sportive comme la meilleure de l'histoire de l'école. Avec beaucoup d'enthousiasme, l'entraîneur Go l'invite officiellement à rejoindre l'équipe, insistant sur le fait que son talent athlétique surpasse ses capacités académiques. Il exhorte Lindsay Shen à dire oui, mais lui offre également le temps de se renseigner sur l'équipe avant de se décider. L'entraîneur Go parle si vite et avec tant de passion que Lindsay Shen n'a pas la chance de dire non. En leur faisant signe au revoir alors qu'ils s'éloignent, l'entraîneur leur dit que l'équipe d'arts martiaux se trouve dans la salle C du gymnase et qu'il l'attendra s'il est libre de venir le lendemain. Alors que le soleil se couche, Lindsay Shen est de retour dans sa chambre, prêt à tester sa nouvelle capacité. Il frappe dans ses mains, écrasant un cafard et un moustique qu'il a trouvé. Il ouvre ses mains pour examiner les insectes morts, mais ne ressent aucune poussée de puissance. Il réalise que tuer de si petites créatures ordinaires n'a pas déclenché la compétence. Il en déduit que seules les bêtes puissantes ou exotiques transportent suffisamment d'essence de vie pour être dévorées pour son évolution. Pour vérifier sa nouvelle théorie, Lindsay Shen décide de se rendre dans un supermarché qui vend de la viande de bête. Avec Shen Qinggan à l'arrière, il les emmène à vélo en ville. Ils arrivent bientôt à un grand supermarché à plusieurs étages. À l'intérieur, ils se promènent dans les rayons, et Lindsay Shen remarque que, bien qu'il y ait beaucoup de viande de bête, elle est toute préemballée. Il sait qu'il ne peut pas tester sa théorie sans toucher la viande. Alors qu'il se sent frustré, il entend un boucher faire la publicité de viande de bête fraîchement coupée. Il repère un comptoir avec un panneau indiquant viande de bête fraîche, non préemballée, sans danger pour la consommation, où un boucher coupe de gros morceaux de viande. Disant à Shen Qinggan, confuse, d'attendre, il dit qu'il va jeter un coup d'œil à la viande.
Il n'explique pas davantage, désireux de confirmer ses soupçons, et se précipite vers le comptoir. Il tend la main et pose sa main sur une tranche de viande de bête fraîchement coupée. Au moment où il entre en contact, une puissante poussée d'énergie violette se déverse en lui. Comme il le pensait, la viande de bête contient une forte poussée d'essence de vie. Il serre le poing avec enthousiasme, un large sourire sur son visage. Shen Qing'an regarde, perplexe, se demandant pourquoi il est si excité juste en touchant de la viande. Elle s'approche de lui avec un air d'inquiétude confuse, lui demandant ce que ça fait de toucher la viande. Essayant de faire bonne figure, Lin Zishan dit avec désinvolture à Shen Qing'an, déconcerté, que la viande est juste plus fraîche que la normale et lui demande si elle veut la toucher aussi. Elle agite frénétiquement ses mains et refuse, disant qu'il l'a assez touchée pour eux deux. Ayant confirmé sa théorie, Lin Zishan décide d'acheter de la viande de bête pour essayer à la maison, surprenant Shen Qing'an. Il n'est pas surpris par sa réaction, sachant que la viande de bête est incroyablement chère. Même l'option la moins chère, le calmar fantôme de l'ombre, coûte près de 1000 yens par jean. Décidant d'opter pour le calmar, il prend un paquet. Shen Qing'an panique à cause du prix, lui disant que c'est trop cher et qu'il devrait d'abord demander à sa mère. Lin Zishan sourit simplement et lui caresse la tête pour la rassurer. Il lui dit de ne pas s'inquiéter, inventant un mensonge selon lequel sa mère lui avait déjà dit d'en acheter beaucoup pour leurs deux familles. Un flashback montre sa mère, Zhan Yuanshan, acceptant joyeusement de cuisiner un festin. Intérieurement, Lin Zishan admet que si le partage fait partie de son plan, son autre raison plus importante est de tester s'il peut absorber l'essence vitale par la consommation, car il craint que l'absorption directe ne gâche la viande. À la caisse, il achète 3 paquets de calmars de l'ombre fantôme pour un prix exorbitant de 29,94 yens. La caissière le remercie. En partant, Lin Zishan pense à combien la viande était chère, se demandant quand ils pourront se le permettre à nouveau. Quand ils ont fini de faire leurs courses, il est plus de 21 heures. Sachant que la ville est chaotique ces derniers temps, ils décident de rentrer directement chez eux pour des raisons de sécurité. Sur le chemin du retour, Lin Zishan ne peut s'empêcher de penser à son expérience. Incapable d'attendre, il pose discrètement sa main sur le paquet de viande dans le panier. Il ressent immédiatement une poussée familière d'énergie violette. Son système confirme qu'il a dévoré une trace de l'essence vitale du calmar de l'ombre fantôme. Un nouveau guide pour la créature est déverrouillé, mais sa progression n'est que de 0,1%. Une image spectrale du menaçant calmar à plusieurs yeux apparaît dans son esprit. Alors qu'il traverse les rues calmes à vélo, il fait des calculs mentaux. Il se rend compte que dévorer une petite quantité de viande n'a déverrouillé qu'une fraction de son pouvoir. Il estime qu'il aurait besoin de dévorer 100 jeans pour atteindre 100% sur le guide, ce qui coûterait la somme astronomique de 100 000 yens. Il considère la capacité spéciale du calmar à se dissoudre dans l'eau et à disparaître et décide que cette puissante compétence vaut le prix. Son cap est clair. Il doit gagner une somme d'argent énorme car il ne peut pas demander autant à sa famille. Il se souvient ensuite de sa deuxième raison d'acheter la viande, pour tester si l'absorption de son essence vitale la ferait gâter. Il jette un coup d'œil au paquet. Cela fait un moment, mais la viande a l'air parfaitement fraîche. Il sourit, ravi que l'absorption de l'essence ne ruine pas la viande. Alors qu'il continue à absorber son pouvoir, sa barre de progression pour le calmar grimpe à 3%. Sa concentration est interrompue lorsque Shen Qing'an crie un avertissement. Il freine brusquement, s'arrêtant à quelques centimètres d'un couple sur la piste cyclable, et s'excuse. Il se réprimande de ne pas avoir regardé où il allait, puis se demande pourquoi la voie est si encombrée. Shen Qing'an pointe devant. Il voit une confrontation tendue. Un homme musclé aux cheveux roux tient une femme en otage sous la menace d'un couteau. Shen Qing'an reconnaît l'otage avec terreur comme étant leur professeur, Shao Mei. L'homme lance des menaces à la foule. La zone est entourée de policiers qui tentent de désamorcer la situation à l'aide d'un mégaphone. Le capitaine de police retient un officier, Abing, lui disant de ne pas tirer imprudemment. Le capitaine explique que la cible est trop proche de l'otage et qu'il l'utilise comme bouclier, ce qui rend un tir propre impossible. L'officier suggère du gaz soporifique, mais le capitaine le rejette, craignant que cela ne provoque le suspect avant qu'il ne puisse faire effet. Pendant que la police hésite, Lin Zishan décide d'agir. Il ramasse discrètement un petit caillou sur le trottoir et le lance avec une vitesse et une précision incroyables. Le caillou frappe l'arme de l'officier Abing, la faisant mal fonctionner. La balle perdue atteint la main du preneur d'otage, le forçant à crier et à laisser tomber son couteau, libérant l'enseignante Calmet. Saisissant l'occasion, le capitaine de police ordonne à son équipe de passer à l'action. Les officiers se précipitent et arrêtent rapidement le suspect désarmé, tandis qu'une femme officier réconforte l'enseignante Cao Mei, terrifiée mais indemne. Alors que la situation est maîtrisée, Lin Zishan remonte discrètement sur son vélo. Shen Qing'an le regarde avec de grands yeux interrogateurs et lui demande s'il a lancé le caillou. Il la fait rapidement taire en disant qu'il devrait partir et en parler plus tard, et il s'éloigne en pédalant. Juste au moment où ils sont sur le point de s'échapper, une voix leur ordonne de s'arrêter. Le capitaine de police crie, demandant si Lin Zishan est celui qui a lancé le caillou. Paniqué à l'idée d'être pris, Lin Zishan nie rapidement tout avec un sourire nerveux. Le capitaine les regarde s'éloigner en pédalant, trouvant étrange que quelqu'un ne veuille pas admettre une bonne action.
Il songe à voix haute qu'il y a une récompense pour la bravoure. Le mot récompense attire instantanément l'attention de l'inzichant. Ayant besoin d'argent, il freine brusquement, dérape jusqu'à l'arrêt et se précipite vers le capitaine. Il rétracte timidement son déni, admettant qu'il a lancé le caillou et expliquant que l'argent est vraiment important pour lui. Le capitaine lui dit de venir au poste pour faire un rapport, promettant de l'aider à demander la récompense. Après avoir informé leur famille, l'inzichant et Shen Xingan se préparent à se rendre au poste de police. Ils supposent que tout se passera bien, mais alors que la police emmène le suspect menotté, quelque chose tourne terriblement mal. Le visage du suspect commence à se tordre grotesquement. La police réalise avec horreur que c'est un hérétique et qu'il se transforme en un rat aberrant géant juste devant leurs yeux. Le monstre brise ses menottes et se déchaîne, frappant les officiers de ses griffes massives. Le capitaine de police prend sa radio pour ordonner à toutes les forces d'ouvrir le feu, mais de protéger les civils. Les officiers déchargent leurs armes, mais les balles n'ont aucun effet. Un rapport frénétique arrive, identifiant l'hérétique comme ayant fusionné avec les djinns du roi Ra et demandant des renforts immédiats. Réalisant le danger, l'Inzétian s'excuse, les saisit tous les deux et les éloigne, les exhortant à courir. Il est soulagé que le monstre ne les poursuive pas, mais c'est qu'ils doivent s'éloigner rapidement. Alors qu'il fuit, une nouvelle silhouette dévale du ciel dans une aura violette. C'est une cyborg féminine dans une armure futuriste élégante. Elle porte un coup puissant au rat géant, le faisant chanceler vers l'arrière. Survolant dans les airs, la cyborg, une femme aux cheveux courts d'un violet foncé, commence à charger un canon laser dans sa poitrine. Avec un ordre de tirer, elle libère un énorme rayon dévastateur d'énergie violette qui engloutit le rat mutant. La créature rugit d'agonie alors qu'elle est complètement désintégrée, ne laissant que des restes calcinés. L'Inzichen regarde, stupéfait par l'incroyable puissance du cyborg. La menace écartée, l'enseignante Kaomei et Shen Xingan poussent des soupirs de soulagement. L'Inzichan, cependant, est plus préoccupé par son vélo, notant avec soulagement que l'explosion ne l'a pas touché, ce qui aurait été une énorme perte financière. Alors que la tension retombe, il a une soudaine prise de conscience. Il regarde dans le panier du vélo et voit que la viande de calmar de l'ombre fantôme, qui coûte cher, a été gâtée et dégage une odeur nauséabonde. Il comprend maintenant que sa théorie initiale était correcte. L'absorption de l'essence vitale fait gâter la viande, mais il y a un délai. Tenant une tentacule flasque, il se rend compte qu'il a besoin d'une excuse et décide de blâmer le combat et l'hérétique maintenant décédé. Mettant en scène un numéro dramatique, il jette la tentacule avariée par terre, accusant bruyamment l'hérétique et l'attaque du cyborg d'avoir grillé la viande. La professeure Kaomei le réconforte, disant que l'important est qu'ils soient tous sains et saufs. Bien qu'ils aient prévu de rentrer chez eux, à la demande du capitaine, ils finissent par prendre la route avec l'équipe de sécurité jusqu'au poste. Ils ne s'attendaient pas à être transportés dans le même van que les restes des hérétiques. Après l'explosion laser, il ne restait plus qu'un tas de chair brûlée sur une civière, et l'odeur était intense. Assis dans le van à l'odeur nauséabonde, une autre pensée frappe l'Inziken. Il se souvient que les crocs de bête de Bexu contenaient encore de l'essence de vie longtemps après la mort de la créature. Une nouvelle possibilité lui apparaît. Pourrait-il rester de l'essence de vie dans ce cadavre aussi? Et si oui, pourrait-il dévorer le gène du roi des rats du cadavre pour lui-même? Assis dans le fourgon de police, l'Inzéchin se demande quelle quantité du gène du roi des rats il peut dévorer du cadavre brûlé de l'hérétique. Décidant de le découvrir, il tend discrètement la main vers les restes. Au moment où il entre en contact, il ressent une puissante vague d'énergie rouge. Son système confirme qu'il a dévoré une trace de l'essence de vie du rat mutant géant, débloquant son guide avec un impressionnant 5% de progression. Il est choqué par la quantité qu'il a absorbée et se rend compte que la fraîcheur de la source est directement proportionnelle à la quantité d'essence de vie qu'il peut obtenir. L'agent d'escorte, Abing, remarque son mouvement et lui dit de rester assis. L'Inzichant prétend rapidement qu'il avait juste besoin de s'étirer. Plus tard, au bureau de la sécurité publique, il sait que si Abing était facile à duper, le capitaine de la sécurité est plus vif. Le capitaine informe l'Inzichant qu'il a demandé sa récompense pour bravoure, puis l'interroge plus sérieusement. Il demande comment un collégien à une telle distance et sous un faible éclairage a réussi à frapper si précisément la main armée de l'hérétique avec un caillou. L'Inzichant donne une réponse vague, prétendant que c'est parce qu'il entraîne souvent sa main droite. La réponse étrange laisse le capitaine sans voix. Leur conversation est interrompue lorsque Shen Qing'an crie que sa tante est là. L'Inzichant est surpris de voir ses parents se précipiter au poste. Sa mère court vers lui en panique, l'appelant par son nom avec une expression terrifiée. Elle le prend dans ses bras dans un câlin serré, lui demandant s'il va bien et lui disant qu'il l'a fait mourir de peur. Il essaie de la calmer, la rassurant qu'il va bien et qu'il a même reçu une récompense pour bravoure. Le tenant près d'elle, sa mère lui fait promettre que la prochaine fois qu'il y aura un danger, il se cachera d'abord quelque part en sécurité. Elle lui dit les larmes aux yeux que tout ce qu'elle veut, c'est le voir grandir en sécurité. L'Inzichant est visiblement ému par la préoccupation sincère de sa mère. En partant, l'Inzichant rassure sa mère qu'il se protégera toujours en premier. Le capitaine de police les regarde partir, toujours en train de réfléchir aux étranges capacités du garçon. En sortant, l'Inzichant croise deux policières qui discutent de l'affaire.
L'une remarque que les pervers deviennent plus audacieux, et sa collègue révèle que l'hérétique était un étudiant en lettres de l'université Guangjuan, endoctriné par la secte du dieu Ra. La première agente maudit la secte, mais la seconde souligne qu'il faut éliminer la cause principale, le soi-disant roi des rats. Le nom attire instantanément l'attention de l'Inzéquin. Dans la voiture en rentrant à la maison, il commence immédiatement à faire des recherches sur la secte du dieu Ra sur son téléphone. Surpris de trouver une tonne d'informations, il apprend que la base principale de la secte se trouve à Shanghai, et que la plupart de ses membres sont des exclus sociaux. Il découvre une information choquante suggérant que le roi des rats veut évoluer vers une forme de vie supérieure et force ses disciples à rassembler des matériaux d'évolution. Cela le conduit à une question glaçante. Le roi des rats, une bête aberrante, a-t-il déjà développé la conscience? Ses pensées sont interrompues lorsqu'il regarde par la fenêtre et voit un rat géant, presque de la taille d'un chat, sur le trottoir. Pendant un instant, il se demande si cela est lié au roi des rats, mais rejette rapidement l'idée, se disant que dans le sud, les rats de la taille d'un chat ne sont pas si inhabituels. Secouant la pensée, il se rend compte à quel point Shen Qing'an a été silencieuse. Il regarde et la voit se tortiller mal à l'aise, ses genoux serrés l'un contre l'autre. Il comprend immédiatement. Il se souvient que depuis qu'elle est enfant, chaque fois qu'elle est nerveuse ou surprise, elle ne peut pas contrôler sa vessie. Bien que cela soit embarrassant pour elle, Linzichan a toujours pensé que cette réaction particulière pourrait être liée à un potentiel caché en elle. En rentrant chez eux, la mère de Linzichan, Zhan Wangshan, est choquée de voir que la viande de bête d'une valeur de près de 3000 yens a disparu. Linzichan trouve rapidement une excuse, prétendant timidement que pendant l'urgence, il a dû la laisser tomber en courant. Sa mère met immédiatement sa sécurité en premier, lui disant d'oublier la viande et que tout ce qui compte, c'est qu'il soit indemne. Linzichan soupire intérieurement, content d'avoir dupé sa mère. Cependant, son père, Lin Yansheng, est plus têtu. Il annonce qu'il va retourner chercher la viande coûteuse, se vantant qu'un ouvrier mal payé comme lui est dur. Linzichan essaie de l'arrêter, arguant que c'est trop dangereux et que la viande est déjà gâtée. Son père devient méfiant et lui demande comment il a pu savoir qu'elle était avariée. Transpirant nerveusement, Linzichan prétend rapidement que c'était une supposition évidente. Pendant ce temps, de retour au bureau de sécurité publique maintenant vide, le capitaine de police réfléchit toujours aux étranges événements de la nuit. Alors qu'il fume une cigarette, il ne peut pas se débarrasser de la question de savoir comment un collégien ordinaire a pu lancer un caillou avec une telle puissance et une telle précision. Soudain, il entend un bruit étrange dans le coin. Ses yeux s'écarquillent de surprise lorsqu'il voit un rat massif, beaucoup plus grand que n'importe quel rongeur normal, perché sur les classeurs. Avant qu'il ne puisse réagir, le rat géant saute. Le capitaine sort instantanément son pistolet et ouvre le feu. La confrontation est rapide et violente, se terminant dans un flot sanglant. Le lendemain en classe, Linzichan soupire à son bureau. Réfléchissant à la nuit précédente, il conclut qu'il est encore trop faible par rapport aux puissants hérétiques et aux cyborgs féminins. Il a besoin de gagner de l'argent rapidement pour acheter plus de viande de bête comme la sèche fantôme pour remplir la barre de progression de son guide. Il envisage de devenir un influenceur ou de vendre du matériel d'études, mais rejette l'idée comme étant trop voyante et contraire à son objectif de rester discret. Soudain, une idée lui vient. Il se souvient que dans ce monde, les arts martiaux et la fusion génétique sont plus importants que les études. Il décide qu'il est temps d'agir. Plus tard, il se dirige vers le gymnase où l'équipe d'arts martiaux s'entraîne dans le bâtiment C. Il trouve l'entraîneur Go en train de boire dans un thermos et le salue. Un entraîneur Go surpris lui demande s'il est là pour rejoindre ou juste pour en savoir plus sur l'équipe. Au lieu de répondre, l'INSEE se penche et demande discrètement si le fait de rejoindre l'équipe offre une chance de participer à des tournois en ville et si les prix sont élevés. L'entraîneur sourit, confirmant qu'il aurait une chance et que les prix valent des dizaines de milliers. Sa principale préoccupation étant réglée, Linzichan serre la main de l'entraîneur et annonce qu'il rejoint l'équipe d'arts martiaux aujourd'hui. L'entraîneur Go l'accueille avec joie. L'entraîneur rassemble l'équipe pour annoncer son nouveau membre. Il présente Linzichan, leur rappelant sa performance en tant que champion des rencontres sportives. Les autres membres de l'équipe, Zhang Kai, Wang Tianxin, Horak Singh, Li Chuton et Han Yigo, se présentent. Enfin, Linzichan se présente. Linzichan n'ayant aucune formation martiale formelle, l'entraîneur Go lui montre les techniques de base des poings et des jambes. L'entraîneur explique que les mouvements semblent simples mais sont difficiles à maîtriser, notant que Li Chuton, l'élève le plus rapide de l'équipe, a mis une semaine à les perfectionner. Il encourage ensuite Linzichan à essayer. Linzichan prend une posture de combat. Grâce à son attribut céleste de racine de sagesse, qui lui confère une perspicacité martiale céleste, il a déjà mémorisé et compris chaque détail de la démonstration rien qu'en regardant. Alors qu'il pratique les techniques de poing, une notification système lui accorde des points en vitalité, force, dextérité et maîtrise. Il exécute les mouvements de main et de poing avec une précision et une vitesse impeccables. Il passe en douceur aux techniques de jambes, effectuant de puissants coups de pied fluides. Une autre notification système lui accorde des points pour ses muscles des jambes, sa dextérité et sa maîtrise. L'entraîneur et l'équipe observent dans un silence stupéfait. La mâchoire de l'entraîneur tombe et il manque de faire tomber son thermos, incapable d'y croire.
Il se demande comment quelqu'un peut apprendre les formes complexes parfaitement après un seul coup d'œil. En regardant la performance impeccable, une seule pensée se forme dans son esprit. Il doit être un prodige des arts martiaux unique au million. Ce soir-là à Shanghai, la mère de Lin Zishan, Chine, l'appelle pour le dîner. Il sort précipitamment, une cuillère à la main, demandant ce qu'elle a préparé. Elle présente fièrement un grand plateau de calamars fantômes qu'il voulait. L'arôme est incroyable, et il dit à sa mère combien ça sent bon. Elle le presse de manger tant que c'est chaud. Il prend une bouchée et loue sa cuisine comme la meilleure du monde. Satisfaite, elle lui dit d'en manger beaucoup car elle lui a acheté 3 jeans entiers. Pendant qu'il mange, une notification système apparaît. Il a dévoré une trace de l'essence vitale du calamar fantôme en le consommant, portant la progression de son guide à 3,01%. Il réalise avec frustration que manger la viande fonctionne tout aussi bien. S'il l'avait su, il n'aurait pas gâché le premier lot en le touchant. Pendant qu'il mange, un reportage attire leur attention. Il s'agit d'une jeune fille génie de 14 ans, le plus jeune cyborg de l'histoire après avoir fusionné avec un cœur d'énergie. Son système énergétique lui confère des capacités surhumaines, soulevant un SUV de 5000 kg d'une seule main, sprintant 100 mètres en 3 secondes et sautant à 8 mètres verticalement. En regardant cela, Lin Zishan réfléchit au débat dans son monde. Entre la fusion génétique du prodige de Kyoto et la cybernétique de cette fille, quelle voix est la plus forte? Ses pensées sont interrompues par une autre nouvelle de dernière heure. Elle annonce que le capitaine de sécurité qu'ils ont rencontré, Hui Shinshan, a été tué dans son bureau. Les images de surveillance montrent qu'il a été attaqué et dévoré par un rat mutant géant qui s'est infiltré dans la gare. On voit des médecins transporter son corps dans une ambulance. Lin Zishan est horrifié. Il se souvient du gros rat qu'il a vu la nuit précédente et se demande s'il y a un lien. Il imagine un rat géant qui fait des ravages dans la ville. La mort du capitaine est un sombre rappel du danger croissant. Fixant intensément, Lin Zishan décide qu'il doit intensifier son entraînement immédiatement. Suite à la mort du capitaine de police, Lin Zishan se consacre à un régime d'entraînement rigoureux. Après une pratique intense, il peut maintenant sprinter 100 mètres en 4,61 secondes. Sa puissance physique a grimpé en flèche. Son saut vertical est de 5,3 mètres, et il peut soulever 1200 kg d'une seule main. En plus de son entraînement personnel, il poursuit sa pratique des arts martiaux avec l'équipe scolaire, espérant augmenter rapidement sa force pour le tournoi à venir. Le lendemain matin à l'école, il se dirige vers le gymnase pour s'entraîner avec un Sheng Xingang curieux qui le suit. En chemin, une fille aux cheveux roses salue chaleureusement Lin Zishan et lui offre une bouteille de lait frais. Il décline poliment, la remerciant, et passe avec Sheng Xingang, laissant la fille déçue. Son coéquipier, Zhang Kai, observe de loin. Il serre le poing de colère, mécontent que celui qui l'a battu au meeting sportif refuse un cadeau de la fille qu'il admire. Incapable de contenir sa frustration, Zhang Kai se précipite en avant et bloque leur chemin. Il affronte Lin Zishan, le réprimandant pour ses mauvaises manières et pour avoir blessé les sentiments de la fille. Lorsque Lin Zishan explique calmement qu'il est allergique au lait, Zhang Kai refuse de le croire et le traite de menteur. Furieux, Zhang Kai pointe Lin Zishan et le défie à un combat d'entraînement. Il fixe les conditions. S'il perd, il ne dérangera plus jamais Lin Zishan. Mais si Lin Zishan perd, il doit boire toute la bouteille de lait. Au moment où le défi est lancé, une nouvelle notification système apparaît. Une nouvelle mission de réussite a été déclenchée. Vaincre 1000 adversaires différents en compétition officielle pour le trait biologique de survie du plus apte. Un sourire narquois se répand sur le visage de Lin Zishan. C'est l'occasion qu'il attendait. Entouré d'une aura violette menaçante, il accepte le défi, les yeux brillants d'anticipation alors qu'il accepte le combat d'entraînement. La nouvelle du duel se répand rapidement dans l'école. 2 élèves décident avec enthousiasme d'aller voir le combat entre le populaire junior, Lin Zekin, et un senior. Au moment où ils sont prêts, le gymnase est bondé de spectateurs en grand cercle autour de la zone de combat d'entraînement. La foule est clairement du côté de Lin Zishan. Beaucoup de ses fans féminines l'encouragent, lui disant de donner une leçon à son adversaire, y compris la fille aux cheveux roses d'avant qui prépare son téléphone. Zhang Kai raille, agacé que tout le monde suppose qu'il va perdre. Il admet intérieurement que le talent de Lin Zishan a incroyablement augmenté au cours du dernier mois. Il voit ce duel comme sa dernière chance de mettre le génie en herbe à sa place et de montrer sa propre force. Contrairement à l'intensité de son adversaire, Lin Zishan semble imperturbable. Il déclare tranquillement qu'il doit rentrer chez lui pour dîner et demande s'ils peuvent faire le combat rapidement. Prenant cela comme une insulte, Zhang Kai sourit et accepte d'exaucer son souhait. L'entraîneur Go se place entre eux pour arbitrer. Il lève la main pour commencer, leur rappelant les règles. Cependant, avant le début du combat, Zhang Kai leur crie d'attendre. Avec un sourire condescendant, il offre à Lin Zishan un handicap. Il souligne qu'il s'est entraîné pendant près de 2 ans, tandis que Lin Zishan n'est qu'un novice d'1 mois. Pour être juste, il déclare qu'il laissera Lin Zishan faire les 3 premiers mouvements. Lin Zishan accepte simplement. Au moment où il accepte, Lin Zishan explose en mouvement. Il réduit la distance en un éclair, surprenant Zhang Kai. Avant que son adversaire ne puisse lever sa garde, Lin Zishan assène un seul coup dévastateur. Le coup arrive avec une force brutale, envoyant le sang gicler du nez de Zhang Kai. Il est assommé instantanément,
s'effondrant inconscient sur le sol du gymnase. Le gymnase entier est plongé dans un silence de mort. La mâchoire de l'entraîneur Go tombe tandis qu'il regarde avec incrédulité, criant que le combat est terminé en un seul coup. Le reste de l'équipe d'arts martiaux et la foule sont tout aussi choqués, qualifiant le résultat d'absurde, incapables de comprendre que le duel est terminé en une seule seconde. Le silence est brisé par un tonnerre d'applaudissements. Shen Qing'an lève le poing en l'air, acclamant avec extase la victoire de Lin Zishan. Les autres filles, y compris celles aux cheveux roses, se joignent à elle, criant à quel point il était incroyable. Debout au-dessus de son adversaire vaincu, Lin Zishan reçoit une notification système. Il l'informe qu'en battant un rival et en gagnant l'affection du sexe opposé, il a obtenu des droits de reproduction prioritaires. Plus important encore, la progression de sa nouvelle mission est maintenant 2000. Il réfléchit qu'il a encore beaucoup de chemin à parcourir pour débloquer l'attribut de sélection naturelle. Pour accélérer sa progression, il se tourne vers les membres terrorisés de l'équipe d'arts martiaux. Avec un sourire amical mais inquiétant, il suggère qu'ils devraient tous s'affronter également. Les membres de l'équipe le regardent, le visage pâle d'horreur. Immédiatement, ils commencent tous à trouver des excuses pathétiques. L'un a des cours du soir, la mère d'un autre attend le dîner, tandis que d'autres prétendent être malades. Avant qu'il ne puisse s'enfuir, Zhang Kai se débat pour se mettre à genoux. Il refuse d'accepter sa défaite, accusant furieusement Lin Zishan d'une attaque surprise et jurant de l'écraser lors d'un match revanche. L'entraîneur Go intervient, disant à Zhang Kai d'accepter sa défaite comme un homme. L'entraîneur se demande ensuite à haute voix si le coup n'était qu'un coup de chance, décidant de tester la théorie sur un autre membre de l'équipe nommé Shao Lizi. Entendant son nom, un garçon aux cheveux hérissés se fiche de terreur. Bien qu'il adopte une posture de combat, il est clairement terrifié, suppliant l'Inziquin de lui faire grâce et de ne pas lui frapper le visage. 10 minutes plus tard, les résultats sont clairs. Plusieurs membres de l'équipe d'arts martiaux sont allongés inconscients sur le sol du gymnase. L'Inziken se tient au-dessus d'eux, notant qu'il a fait attention de ne pas trop les frapper et qu'il n'a fait qu'échanger quelques coups. Cependant, lorsqu'il vérifie à nouveau son système, il est déçu. Mis à part la victoire initiale, aucun des autres combats n'a compté pour son objectif. Le nombre de rivaux reste à 1000. Il se rend compte que les combats amicaux ne suffisent pas. Il doit vaincre des rivaux lors d'une compétition officielle. Alors qu'il réfléchit à cela, une main lui tape sur l'épaule. L'entraîneur Go sourit maniaquement, déclarant que Lin Zishan est un vrai génie. Il s'exclame quand un peu plus d'un mois, le nouveau venu est devenu là de l'équipe, rempli d'une nouvelle confiance. L'entraîneur proclame qu'avec Lin Zekin à la tête, leur école écrasera toutes les autres et remportera la première place au tournoi régional d'arts martiaux de cette année. Alors que l'entraîneur Go célèbre, Lin Zishan a un moment de clarté. Il se rend compte que l'entraîneur a raison. Le tournoi à venir est l'occasion idéale d'affronter de nombreux adversaires officiels à la fois. Il devient déterminé, comprenant que tant qu'il les battra lors d'une compétition officielle, chaque victoire devrait compter pour sa progression. Ses pensées sont interrompues lorsqu'un Zhang Kai vaincu appelle son nom. Ayant repris conscience, Zhang Kai se lève, pointe du doigt Lin Zishan et accepte formellement sa défaite avec une déclaration de soumission bizarre et excessivement graphique. Ces étranges paroles laissent tout le monde, y compris Shen Qing'an, l'entraîneur Go et Lin Zishan, complètement choqués et perturbés. Le duel étant terminé, les spectateurs et l'entraîneur s'enfuient rapidement, laissant un Zhang Kai désemparé seul, se plaignant de n'avoir pas terminé son discours. Dans ce monde, les lycéens doivent choisir entre les arts martiaux et les études. Compte tenu des dangers du monde, la classe d'arts martiaux est considérée comme le meilleur choix. Déterminé à ne pas être laissé pour compte, Shen Qing'an décide de rejoindre la classe d'arts martiaux et commence à s'entraîner rigoureusement avec Lin Zishan. Leur routine quotidienne est intense. Ils commencent par une course de 3000 mètres suivie d'une heure de pratique de combat au corps à corps. Après cela, ils font des abdominaux et des pompes pour développer leur force. Pour conclure chaque séance, Lin Zishan fait un massage à Shen Qing'an pour soulager ses tensions musculaires. Bien sûr, Lin Zishan ne néglige pas son propre entraînement. Il se pousse à la limite tous les jours, poussé par l'objectif de gagner le tournoi et de débloquer l'attribut de sélection naturelle le plus rapidement possible. Un mois plus tard, tout leur dur labeur va être testé. Le jour du tournoi régional d'arts martiaux est arrivé, et un Lin Zishan déterminé est prêt à concourir. Le tournoi se déroule dans le vaste gymnase de la ville, avec une foule immense autour d'un ring de combat central. Dans la salle d'attente, l'ambiance est tendue. L'entraîneur Go examine nerveusement la liste des participants, se plaignant que leur école, Shanghai High, a tiré un match contre l'équipe la plus forte, Shanghai numéro 1 High. Un autre membre de l'équipe ajoute à l'anxiété, mentionnant que leurs adversaires ont un combattant qui peut courir le 100 mètres en moins de 9 secondes, ce qui leur donne l'impression d'être dépassés. Sentant le faible moral de l'équipe, Lin Zishan lève calmement la main et se porte volontaire pour combattre en premier. Bien qu'il soit toujours inquiet, l'entraîneur Go accepte de laisser son âme monter sur scène. Alors que Lin Zishan entre dans l'arène, Shen Qing'an l'encourage depuis les coulisses tandis que l'entraîneur Go lance des encouragements par un mégaphone. Lin Zishan se prépare pour le combat. Son adversaire, un élève beaucoup plus grand et plus musclé de Shanghai numéro 1 High, fait un pas en avant.
Il reconnaît le talent de Lin Zishan pour avoir atteint le tournoi en première année. Cependant, son ton devient rapidement moqueur. Il ricane que la scène n'est pas faite pour un petit qui n'a même pas atteint 1,7 m. En se pliant le biceps, il promet de montrer à Lin Zishan ce qu'est un véritable écart de taille et de puissance. L'arbitre signale le début du duel. Le grand adversaire se précipite en avant, assénant un coup puissant. À sa grande surprise, Lin Zishan ne recule pas. Il esquive sans effort le coup et riposte avec un coup rapide à la poitrine de son adversaire. L'impact est dévastateur. La force envoie l'étudiant massif s'envoler en arrière à travers l'arène, l'assommant. L'annonceur reste bouche bée avant de bégayer une victoire pour Lin Zishan. Sur le bord du terrain, Shen Xingang saute sur ses pieds, criant que son Xiaoshan était incroyable. Le reste de l'équipe du lycée de Shanghai éclate en célébration, se jetant sur leur entraîneur et criant que Lin Zishan est fou, qualifiant la force de son adversaire de « muscle mort ». Pendant ce temps, de l'autre côté, l'entraîneur du lycée numéro 1 de Shanghai est furieux. Il réprimande son élève vaincu pour avoir foncé tête baissée sans utiliser son jeu de jambes. De retour sur le ring, Lin Zishan reçoit une notification système confirmant qu'il a vaincu un autre rival du tournoi, améliorant son classement et portant son nombre d'éliminations à 2001. Il serre le poing, satisfait que ces matchs soient ce dont il a besoin pour progresser. L'entraîneur adverse, déterminé à l'arrêter, appelle son prochain combattant, un garçon nommé Shen Feng, et lui ordonne d'écraser la première année le plus rapidement possible. Shen Feng accepte calmement. Il monte sur la scène et prend une position de combat, paraissant beaucoup plus calme que le dernier combattant. Le speaker signale le début du deuxième duel. Shen Feng montre immédiatement sa technique supérieure, se déplaçant avec une vitesse incroyable et lançant une pluie d'attaques. Lin Zishan répond calmement à l'assaut, bloquant un puissant coup de pied d'une seule main. Cependant, la force de son blocage envoie Shen Feng tourner follement dans les airs avant de s'écraser violemment sur le sol de l'arène, inconscient. Des médecins arrivent en courant avec une civière et emportent Shen Feng, déclarant qu'il a besoin d'un scanner cérébral. La foule est laissée perplexe. Les spectateurs murmurent entre eux, se demandant ce qui vient de se passer et spéculant que l'élève du lycée de Shanghai doit être incroyablement chanceux. Certains spectateurs en colère crient que le tournoi doit être truqué, exigeant un remboursement. Cependant, l'entraîneur du lycée numéro 1 de Shanghai sait mieux. Se tenant la tête dans le désespoir, il réalise avec une horreur naissante que ce n'est pas de la chance. La première année du lycée de Shanghai est le vrai problème. De retour dans la zone d'attente, l'entraîneur a une nouvelle stratégie. Il appelle son prochain combattant, un garçon aux cheveux hérissés nommé Gao Fei, et lui donne des ordres stricts de se concentrer entièrement sur la défense, l'avertissant qu'il ne peut pas se permettre de perdre. Gao Fei, cependant, déborde de confiance. Il dit calmement à son entraîneur de ne pas s'inquiéter, l'assurant qu'il va gagner. En marchant vers le ring, Gao Fei rejette intérieurement les victoires de Lin Zishan. Il croit que son adversaire n'est pas fort et n'a gagné que grâce à des tours. Avec sa vitesse supérieure, courant le 100 mètres en moins de 9 secondes, et sa plus grande expérience, il est certain qu'il ne peut pas perdre. La foule bourdonne. Les spectateurs discutent de la réputation de Gao Fei, s'émerveillant de sa vitesse. Une personne mentionne que son père est un utilisateur de fusion génétique, expliquant ses capacités améliorées. Le consensus est que la course impressionnante de Lin Zishan est sur le point de se terminer, bien qu'il reconnaisse son grand potentiel. Le speaker signale le début du duel. Ignorant les instructions de son entraîneur, Gao Fei passe immédiatement à l'offensive, se jetant sur Lin Zishan avec un puissant coup de pied. Il enchaîne avec des frappes rapides, déclenchant sa technique spéciale, le point de pierre brisant l'eau. Son entraîneur observe avec fureur, criant à son élève désobéissant pour l'avoir attaqué. Gao Fei se moque de la défense, croyant qu'un génie comme lui n'en a pas besoin. Pendant ce temps, Lin Zishan, esquivant facilement les coups, trouve la technique intéressante et décide de l'apprendre sur le champ. Gao Fei est de plus en plus frustré car il ne peut pas porter un seul coup. Il s'arrête, essoufflé, et exige de savoir comment Lin Zishan esquive ses attaques. Imperturbable, Lin Zishan demande calmement s'il a d'autres mouvements, le narguant. Enragé, Gao Fei lance une autre série désespérée de coups de poing. Voyant les mêmes mouvements prévisibles, Lin Zishan décide que le temps de l'observation est terminé. Il pense, d'accord alors. Terminons ça. Il esquive sans effort le dernier coup de poing et riposte d'un seul coup de pied puissant dans le ventre de Gao Fei, mettant fin au match instantanément. La foule est une fois de plus plongée dans un silence stupéfait et sans voix. Le silence est brisé par des acclamations tonitruantes des supporters du lycée de Shanghai. L'entraîneur Go et Shen Xingang sont extatiques, criant que leur Xiaoshan est une bête et célébrant sa 3e victoire consécutive. Le reste du tournoi se déroule tout aussi facilement. Les prochains adversaires sont encore plus faibles. Il les bête sans effort, et bientôt il a éliminé à lui seul les 5 combattants de l'équipe adverse. Au cours des 2 jours suivants, l'histoire est la même. Il poursuit sa performance dominante, éliminant à lui seul 2 autres écoles. Grâce à son incroyable performance, il mène avec succès le lycée de Shanghai à la victoire au championnat. Lui et son équipe posent fièrement avec leurs médailles et leurs trophées. Cependant, lorsqu'il consulte son système, son nombre de rivaux n'est que de 16 001. Il réalise avec déception qu'à ce rythme,
il faudra des années pour débloquer l'attribut de sélection naturelle. Malgré la lenteur de sa progression dans sa quête, il y a une lueur d'espoir. Il ne s'attendait pas à ce que l'entraîneur Go soit si généreux, mais il obtient la majeure partie de l'argent du prix du tournoi, soit 20 000 yuan. En combinant cela avec l'argent des prix des compétitions scolaires, il dispose maintenant d'environ 30 000 yuan. Cet argent ne dure pas longtemps. Il le dépense immédiatement au supermarché pour un approvisionnement massif de viande de calmar fantôme. Pendant les semaines suivantes, il dévore la viande coûteuse à chaque repas. Après avoir consommé 30 kg, sa progression de déblocage du codex pour le calmar fantôme atteint 33%. Son entraînement intensif et sa consommation de viande de bête portent leurs fruits. En deuxième année de collège, il franchit un nouveau cap, passant du niveau 3 ordinaire au niveau 4. Ses capacités physiques atteignent de nouveaux sommets. Il peut maintenant soulever sans effort 1890 kg d'une seule main, sauter 5,65 mètres à la verticale et sprinter 100 mètres en seulement 4,49 secondes. Le temps passe vite, et bientôt, lui et Shen Qinggan terminent leurs études au collège de Shanghai. Cependant, lorsque les résultats de l'examen d'entrée au lycée sont publiés, leur chemin semble destiné à diverger. Le cœur brisé, Shen Qinggan est assise dans sa chambre en pleurant. Elle demande à Lin Zishan pourquoi. Après tout son travail acharné, ils ne peuvent plus aller dans le même lycée. Il explique que même s'il a obtenu la première place en arts libéraux et en arts martiaux, et que ses notes scolaires étaient excellentes, son score en arts martiaux n'était pas assez élevé pour la classe élite du lycée de Shanghai. Alors qu'il réconforte Shen Qinggan en pleurs, elle demande ce qui va se passer maintenant. Il lui dit que le directeur du lycée de Shanghai vient chez lui, probablement pour le recruter, et lui demande si elle viendra. Se sentant désespérée, elle répond en larmes que cela n'a rien à voir avec elle, car le directeur ne vient évidemment que pour lui. Prenant sa main, Lin Zishan la relève et la sort de la pièce. Il lui dit de ne pas s'inquiéter. Il a un plan. Il révèle sa seule condition pour rester au lycée de Shanghai. Shen Qinggan doit être sa voisine de pupitre. Comme promis, la directrice du lycée de Shanghai se rend au domicile de Lin Zishan. Elle, sa mère et Shen Qinggan discutent de son avenir pendant plusieurs heures, la directrice exprimant à quel point elle souhaite qu'il reste dans son école. À la fin de la réunion, la directrice se lève pour partir. Pour finir, elle dit à Lin Zishan que s'il accepte de rester, elle exaucera n'importe quel souhait. Saisissant l'occasion, Lin Zishan expose sa seule condition. Shen Qinggan doit être autorisé à continuer dans la même classe que lui. La directrice regarde Shen Qinggan, nerveuse, et confirme son nom. Sans hésitation, elle accepte. Avec un sourire, elle leur dit à tous les deux de se présenter ensemble au lycée de Shanghai pour la nouvelle année scolaire. Ravis, Lin Zishan et Shen Qinggan la remercient. Leur avenir au lycée étant assuré, Lin Zishan participe à son dernier tournoi d'arts martiaux du collège. Comme prévu, sa puissance écrasante mène facilement son équipe à un nouveau championnat. Il décide d'utiliser l'argent du prix pour enfin débloquer le codex du calmar fantôme. Il n'était qu'à 20% et le nouvel argent du prix suffisait à remplir la barre de progression. Incertain de ce qui pourrait arriver, il se rend dans une forêt isolée en périphérie de Shanghai pour sa sécurité. Décidant de ne pas perdre de temps, il commence à dévorer l'essence vitale du reste de la viande de calmar. Une puissante énergie bleue l'entoure tandis qu'une notification système confirme qu'il absorbe une grande quantité d'essence. Ses yeux s'écarquillent lorsqu'il ressent une dernière poussée de puissance, et la barre de progression du codex atteint 100%. Une nouvelle notification annonce qu'il a débloqué le codex du calmar fantôme et obtenu un nouvel attribut biologique, la bénédiction de l'affinité liquide. Cette capacité améliore son affinité avec l'eau, lui permettant de se déplacer librement et même de disparaître dans les environnements aquatiques. Cependant, alors que la puissance se stabilise, il se tient dans la forêt tranquille en tenant les tentacules de calmar flasque et sent que sa nouvelle capacité est un peu décevante. Toujours déçu, Lin Zishan teste sa nouvelle capacité dans un étang voisin. Il découvre que sa bénédiction de l'affinité liquide présente certains avantages. Il peut tremper longtemps sans que sa peau ne se ride, et la natation est beaucoup plus facile grâce à une résistance à l'eau réduite. Cependant, il n'y a pas d'autres effets notables. Il s'assoit dans l'eau et se dit que, puisque le calmar fantôme est une bête de bas niveau, il est normal que la capacité ne soit pas très puissante. Il décide que pour obtenir de meilleurs attributs, il devra soit économiser pour de la viande de bête de qualité supérieure, soit devenir assez fort pour chasser lui-même de puissantes bêtes mutantes sauvages. Le souvenir des terribles rats mutants géants renforce sa résolution, et il serre le poing, déterminé à devenir plus fort. À moins d'une semaine de la rentrée scolaire, la mère de Lin Zishan et la famille de Shen Qinggan décident de faire un voyage. Pour mieux étudier sa nouvelle affinité liquide, Lin Zishan suggère qu'ils aillent à la plage. Alors qu'ils se tiennent dans l'océan, Shen Qinggan tremble et se plaint que l'eau de mer est froide. Lin Zishan, cependant, se sent parfaitement à l'aise. Il lui dit de s'habituer et plonge ensuite dans l'eau, nageant à une vitesse incroyable. Lorsqu'il se déplace, son système le récompense avec des points de statistiques pour la natation et la plongée. Depuis le rivage, une Shen Qinggan nerveuse l'appelle, lui demandant de lui apprendre à nager. Lin Zishan sort la tête de l'eau, se souvenant soudainement que son ami d'enfance ne sait pas encore nager. Il commence à lui apprendre patiemment les bases. Étant donné son talent athlétique moyen,
Il suppose qu'elle aura des difficultés. Cependant, Shen Qingyan le contredit. Elle s'exclame avec enthousiasme que la natation est étonnamment facile et qu'elle l'a apprise tout de suite, plongeant sans effort. Elle nage gracieusement et remonte à la surface avec un air de choc, surprise de pouvoir plonger sans aucune instruction. Lin Zhaixin observe avec stupéfaction une étrange aura bleue d'eau qui semble émaner d'elle. Après qu'elle soit remontée à la surface, elle lui raconte avec enthousiasme à quel point c'est incroyable. Elle remarque que, même si ouvrir les yeux sous l'eau pique généralement, elle ne ressent aucune gêne. En fait, elle trouve sa coulée agréable. Ces paroles laissent Lin Zhaixin songeur. Il la regarde nager, trouvant la situation inhabituelle. Il raisonne que, même avec un talent naturel pour l'eau, il n'y a aucun moyen qu'elle ait pu maîtriser toutes les compétences si instantanément. Son apprentissage rapide n'est tout simplement pas normal. Soudain, une prise de conscience le frappe. Il se souvient de son problème d'énurésie nocturne lorsqu'elle est nerveuse. Il se demande si cette faiblesse est en fait un signe d'une puissante affinité innée pour l'eau avec laquelle elle est née. L'idée l'enthousiasme. Il devient convaincu qu'elle pourrait posséder une sorte de corps de cultivation spécial, comme un personnage des romans Xianxia de ses parents. Pour tester sa théorie, il continue à plonger. Ses performances le choquent encore plus alors qu'ils explorent le monde sous-marin. Il note qu'ils ont retenu leur souffle pendant plus de 10 minutes, un exploit incroyable pour une débutante comme Shen Qingyan. Alors qu'elle nage, l'expression de Shen Qingyan change soudainement. Un étrange son tourbillonnant commence à vibrer dans l'eau autour d'elle. Tous les deux lèvent les yeux pour essayer de trouver la source. Elle remonte à la surface brusquement, et Shen Qingyan crie tandis que l'eau bleue brillante tourbillonne autour d'elle. Plus tard dans la nuit, alors qu'elle marche le long de la plage, Lin Zhaixin demande ce qui s'est passé. En frissonnant, elle explique que sous l'eau, elle a continué à entendre des sons étranges et effrayants juste à son oreille. Il la réconforte et lui demande quel genre de son. Elle lui dit qu'elle ne comprenait pas la langue, mais que c'était une voix féminine qui résonnait sans cesse jusqu'à ce qu'elle remonte à la surface. Pour aider une Shen Qingyan effrayée à se calmer, Lin Zhaixin la ramène dans sa chambre d'hôtel. Plus tard, il cherche en ligne des informations sur l'étrange voix féminine, mais ne trouve aucun résultat. Inquiet et incapable de dormir, il utilise son énergie agitée pour s'entraîner. Alors qu'il effectue 1000 redressements assis lestés, il ressent une soudaine poussée de puissance. Une notification système annonce que son travail acharné a porté ses fruits. Il est passé au niveau ordinaire 5. Surpris mais satisfait, il réfléchit à sa nouvelle force. Il réalise qu'au niveau 5, il est assez puissant pour rivaliser avec un rat mutant géant adulte. Un éclat déterminé apparaît dans ses yeux tandis qu'il serre le poing, confiant que déchirer la bête en morceaux à main nue n'est plus impossible. Désireux de tester ses nouvelles limites, il se rend sur la plage déserte la nuit. L'augmentation des statistiques est immense. Son temps sur 100 mètres a chuté à seulement 3,64, et son saut vertical a augmenté jusqu'à 6,98 mètres. Pour tester sa force, il trouve une voiture à proximité et découvre qu'il peut maintenant soulever le véhicule de 1600 kg d'une seule main. Avec ces nouveaux progrès, sa vie avance. Les vacances se terminent, et lui et Shen Qingyan commencent le lycée au lycée de Shanghai. Leur premier jour, ils arrivent tôt pour le service de classe. Deux nouvelles camarades de classe le reconnaissent immédiatement, chuchotant avec excitation à quel point il est beau et quelle chance elles ont d'être de service avec lui. Alors qu'il est surpris que ses camarades de classe le connaissent, quelque chose d'encore plus inattendu se produit. Le simple fait d'effectuer le service de classe déclenche une nouvelle quête du système. La réussite exige d'accomplir 1000 tâches coopératives pour un nouvel attribut biologique, animal social. Alors qu'il nettoie la salle de classe avec Shen Qingyan, il se demande ce que ce nouvel attribut va faire. Comme l'année scolaire vient de commencer, il profite de l'occasion pour visiter l'immense supermarché après l'école. Maintenant qu'il a déverrouillé le codex du calmar fantôme, il sait qu'il est temps de choisir une nouvelle cible pour sa capacité. Alors qu'il parcourt la section de la viande de bête chère, ses yeux se fixent sur un nouvel article. Dans l'une des vitrines réfrigérées se trouve la tête emballée d'un aigle géant sauvage au prix de 19,98 yuan le gin. Un large sourire s'étale sur son visage alors qu'il prend l'emballage, prenant sa décision. Ce sera sa prochaine cible. L'aigle géant sauvage est une bête aberrante de niveau supérieur au calmar fantôme. Il possède une vision incroyablement puissante, 30 fois plus forte que celle d'un humain normal, ce qui en fait un chasseur formidable capable de capturer avec précision même les proies les plus rapides. De retour dans sa chambre, Lin Zhaixin examine la viande d'aigle. Il conclut que le déverrouillage de son guide est un objectif valable car sa vision améliorée offrirait un avantage de combat massif. Il note également que son prix de 1998 yuan par gin en fait l'une des options les plus abordables. Il pose sa main sur la viande, et une énergie bleue l'entoure alors que son système confirme qu'il a dévoré une trace de l'essence de vie de l'aigle géant sauvage, déverrouillant 1% de son guide. Après quelques calculs, il réalise que, comme un gin de viande ne fournit que 1% de progression, il devra dépenser plus de 200 000 yuan pour déverrouiller complètement le guide. Il comprend que les prix des tournois du lycée sont beaucoup plus élevés qu'au collège. Avec une détermination renouvelée, il décide qu'il doit travailler plus dur dans les compétitions pour gagner l'argent nécessaire pour déverrouiller le codex des aigles géants sauvages avant sa deuxième année. Avec la fin des vacances d'été,
la vie lycéenne de Lin Zhichen au lycée de Shanghai commence. Le premier jour, les professeurs se présentent, le professeur d'arts martiaux et de classe, le professeur de modification mécanique, le professeur de fusion génétique et le professeur de survie en milieu sauvage. Après leur présentation, ils demandent aux élèves de se présenter. Plusieurs élèves y vont en premier. Une fille aux longs cheveux violets, Xu Yutong, dit que sa spécialité est l'art. Elle est suivie par une fille énergique aux cheveux roses, Zhongji Jia, qui partage son amour pour l'anime, le cosplay et le sport. Ensuite, un garçon nommé Peng Yuaguang dit qu'il aime jouer à des jeux vidéo à la maison. Bientôt, c'est au tour de Shen Qing'an. Être au centre de l'attention la rend extrêmement nerveuse. Le visage rougissant, elle parvient à dire que son nom est Shen Qing'an, qu'elle aime dessiner et demande des conseils à tous pour l'avenir. Enfin, c'est au tour de Lin Zichen. Son introduction est la plus courte et la plus directe. Il se contente de se lever et d'énoncer son nom en demandant le soutien de tous. Après les présentations, le temps passe vite. Une nouvelle camarade de classe aux cheveux bruns s'approche de Shen Qing'an, qui a l'air surprise. La fille demande à Shen Qing'an son score à l'examen d'entrée. Shen Qing'an répond nerveusement qu'elle a obtenu 709 points, puis demande à la nouvelle fille, Chu Rui, son score. Chu Rui est impressionné et s'exclame que le score de Shen Qing'an est plus de 10 points supérieur au sien, 698. Chu Rui pose ensuite des questions sur la partie aptitude physique, admettant qu'elle n'a obtenu que 95 sur 100. Cette question met Shen Qing'an extrêmement mal à l'aise. Elle bredouille que son score n'était pas aussi bon, paniquant intérieurement parce que son score de 79 était si bas qu'elle n'a presque pas réussi à entrer dans la classe élite et se sent trop gênée pour le dire à haute voix. Ne comprenant pas l'indice, la persistante Chu Rui continue de deviner si Shen Qing'an a obtenu 94 ou 93. Shen Qing'an, baissant les yeux de honte, lui dit tranquillement que c'était encore plus bas. Chu Rui continue de deviner des scores dans les faibles années 90, rendant Shen Qing'an encore plus fébrile. Soudain, une main claque sur le bureau entre elles, surprenant Xiao Rui. C'est Lin Zhichen. Il se penche en douceur et demande à la fille fébrile s'il peut l'ajouter sur Ocha. Surprise et ravie qu'un beau garçon lui accorde de l'attention, elle accepte avec empressement. De son siège, Sheng Xinggan soupire de soulagement, reconnaissante que Lin Zhichen l'ait sauvé de la conversation embarrassante. Lin Zhichen se tourne ensuite vers un autre camarade de classe masculin, Yu, et demande également d'échanger des coordonnées. Après les avoir ajoutées, il crée un chat de groupe de 4 personnes. Une notification système confirme immédiatement qu'il a créé avec succès un groupe, accomplissant une autre tâche coopérative. Ses progrès pour la réussite de l'animal social sont maintenant de 2 sur 1000. Il réfléchit que cette quête est étonnamment facile. Après avoir créé le chat de groupe, les 4 nouveaux amis commencent à apprendre à se connaître. Yu révèle qu'il est de la ville voisine de Nanyuan et qu'il vient d'une prestigieuse famille d'arts martiaux qui dirige un dojo. Il mentionne même avec fierté sa 8e place au concours d'arts martiaux pour jeunes de Nanyuan City. Chu Rui partage que sa famille possède une chaîne de magasins de vêtements, ce qui la rend riche. Après que Lin Zhichen et Shen Qing'an aient également partagé leurs antécédents, les 4 deviennent rapidement un groupe soudé. Au moment où ils sont à l'aise, Yu demande aux autres de deviner qui est l'étudiant le plus fort de leur classe. Xiao Rui désigne immédiatement Lin Zhichen, devinant que ce doit être lui puisqu'il a obtenu le meilleur score à l'examen d'entrée de tout leur district. Cela choque Yu, qui n'avait aucune idée que son nouvel ami était si accompli. Cependant, Lin Zhichen suggère humblement qu'être le meilleur élève ne fait pas forcément de quelqu'un le plus fort. Il révèle un fait surprenant. Le proviseur a dépensé beaucoup d'argent pour recruter 2 élèves exceptionnellement puissants de Nanyuan City pour leur classe. Yu désigne ensuite les 2 élèves. Le premier est un garçon aux cheveux blonds, Wang Xuoji, le 3e élève classé à Nanyuan City qui peut courir le 100 mètres en 7,98 secondes. Le second est un grand garçon musclé, Lu Gang, qui possède une force naturelle immense et peut facilement soulever une barre de 300 kg d'une seule main. Sheng Xing'an et Chu Rui sont tous les 2 visiblement impressionnés et intimidés. Lin Zhichen, quant à lui, reste complètement calme. Intérieurement, il se moque de leur réalisation, sachant qu'il avait dépassé ses chiffres à l'école primaire. Bientôt, la sonnerie retentit à nouveau, et le cours suivant est pour la distribution des manuels. Il y a 4 matières principales pour le semestre: arts martiaux, fusion génétique, modification mécanique et survie en milieu sauvage. Comme Lin Zhichen avait déjà auto-étudié tout le matériel, il décide d'utiliser le temps libre pour trouver un endroit isolé pour s'entraîner. Alors qu'il s'entraîne, ses pensées se tournent vers les menaces plus importantes. Il se souvient que le dangereux culte du dieu Ra est toujours actif. La police n'a capturé que quelques hérétiques de bas niveau, mais le puissant roi Ra, leur chef, reste en liberté. Cette dure réalité alimente sa détermination. Il serre le poing, résolu à augmenter sa puissance le plus rapidement possible et à atteindre au moins le 6e niveau, un niveau qu'il croit suffisant pour affronter même le roi Ra. Le premier cours pratique est la survie en milieu sauvage. Le professeur, Shi Shanbei, rassemble les étudiants dans une zone boisée et demande si quelqu'un sait comment faire du feu en forant du bois. Yu marmonne que c'est une compétence inutile. À la surprise générale, Wang Shuji et Lu Gong s'avancent et réussissent à allumer des feux en utilisant la méthode primitive.
Le professeur est impressionné et demande comment ils ont appris. Lu Gong explique qu'il a appris dans un camp d'été, tandis que Wang Shuji dit qu'il a appris tout seul en regardant des vidéos en ligne. Une fois qu'ils ont terminé, Lin Zishan enseigne facilement la même technique à son propre petit groupe, et il la maîtrise rapidement. Plus tard, en cours d'arts martiaux, le professeur, Yao Yuanfeng, annonce qu'il va leur enseigner une technique spéciale de respiration et de cultivation. Une fois de plus, Wang Shuji et Lu Gang déclarent bruyamment qu'ils l'ont déjà apprise, se faisant remarquer devant la classe. Bien que leur démonstration soit un peu maladroite, ils y parviennent. Lin Zishan, qui connaît déjà ses compétences, décide de rester discret. Ainsi, plus d'un mois se passe sans incident. Un jour, en cours de modification mécanique, le professeur, Cai Yuanfei, annonce un test pour vérifier leur progrès. Pour les motiver, il révèle des prix en espèces pour les 3 premiers, 888 yuan pour le premier, 666 pour le deuxième et 333 pour le troisième. Les yeux de Lin Zishan s'illuminent lorsqu'il entend parler de la somme d'argent, réalisant que la récompense de la première place est presque suffisante pour acheter la moitié d'un jean de viande d'aigle géant sauvage coûteuse. Avec tout le monde motivé, le cours commence l'examen. Par coïncidence, le professeur de fusion génique, Liu Durin, a la même idée et organise également un examen surprise avec la même structure de prix. Après les 2 examens difficiles, les étudiants sont épuisés. Et YO s'effondre sur son bureau, gémissant. Les autres étudiants se plaignent de la difficulté des questions. Une fille déplore qu'elle espérait un 90, mais qu'elle aurait de la chance d'obtenir une note de passage de 60. Alors que tout le monde se plaint, Wang Shuji et Lu Gong commencent à se vanter nonchalamment. Lu Gong demande à Wang Shuji comment il s'en est sorti. Wang Shuji répond avec assurance qu'il devrait obtenir un 95 car il n'a eu des difficultés qu'avec la dernière partie de la question finale. Lu Gong acquiesce nonchalamment, déclarant qu'il est dans le même bateau et qu'il s'attend également à un 95. Écoutant leur échange arrogant, Yu les regarde avec colère, serrant les poings et pensant à quel point il a envie de leur donner un coup de poing. Le professeur annonce les résultats du test d'augmentation mécanique. Il lit les notes, révélant que Go Yunling a reçu 52 points, tandis que Shen Qing'an a réussi avec 61. Shen Qing'an dit avec enthousiasme à Lin Zishan qu'elle a réussi, et il la félicite pour son travail acharné. Le professeur continue d'annoncer, et Yu a obtenu un impressionnant 88 points. Ses amis le félicitent, et il répond humblement qu'il a juste eu de la chance, promettant de leur offrir un repas avec son prix de 3e place de 333 yuan. Ensuite, le professeur confirme que Lu Gang et Wang Shuji ont tous deux obtenu 95, comme il l'avait prédit, les complimentant pour n'être qu'à une question d'un score parfait. Wang Shuji affirme avec assurance qu'avec 10 minutes de plus, il aurait pu résoudre le problème final, et Lu Gang est d'accord. Écoutant leur vantardise, Yu est frustré, mais se réconforte en pensant que la 3e place est toujours la sienne. Cependant, le professeur révèle ensuite un résultat choquant. Malgré la difficulté du test, un étudiant a obtenu un score parfait, Lin Zishan, avec 100 points. Wang Shuji et Lu Gang sont stupéfaits, criant que le résultat est absurde. Le reste de la classe éclate en applaudissements. Même un Yu vaincu se joint à eux, reconnaissant que Lin Zishan est à un autre niveau. Shen Qing'an et Chu célèbrent sa victoire comme la gloire de Shanghai. Ignorant les éloges, Lin Zishan se concentre sur le prix. Il lève la main et demande au professeur Cai quand le prix de 88 pour la première place sera distribué. Le professeur promet de l'envoyer plus tard, trouvant intérieurement étrange la concentration intense de Lin Zishan sur l'argent. 1 heure plus tard, les résultats de l'examen de fusion génique sont annoncés. Le professeur, Cai Yuanfei, lit les notes. Cette fois, le duo de Nanyuan n'a pas aussi bien performé. Lu Gang a obtenu 81 et Wang Xuoji, 83. Bien que ce soit toujours de bonnes notes, ils sont clairement déçus. En revanche, Shen Xing'an obtient un excellent 78, la plaçant dans le top 5, et elle célèbre avec Chu. Au grand choc de ses camarades de classe, Lin Zekin obtient une fois de plus un score parfait, remportant sans effort un autre prix. Cette deuxième victoire écrasante porte un coup dur à la confiance de Yu, Wang Shuji et Lu Gang, qui sont démoralisés. Incapables d'accepter leur défaite, Wang Shuji et Lu Gang se demandent comment quiconque pourrait obtenir une note parfaite à un test aussi difficile, suggérant ouvertement que Lin Zishan devait connaître les réponses à l'avance. Le professeur, Cai Yuanfei, met immédiatement fin à leur accusation, déclarant fermement que c'est impossible. Il explique qu'il a personnellement conçu chaque question, et que les réponses ne sont pas disponibles en ligne, ce qui rend la triche impossible. Les deux sont laissés sans voix. Leurs camarades de classe ne sont pas si gentils. Yu et Chu rient, se moquant de Wang Shuji et Lu Gang pour être de mauvais perdants. Yu les appelle une honte pour la ville de Nanyuan, et Xiaorui ajoute que les personnes incultes et laides causent toujours le plus de problèmes. Après le déjeuner, l'examen pratique de survie en milieu sauvage commence. Le professeur, Xusheng Bei, explique que les récompenses sont les mêmes avec des prix en espèces pour les 3 premiers. L'examen comporte 3 parties, l'escalade, la natation et l'allumage du feu par friction. Ayant été battus aux tests académiques, Wang Shuji dit à Lu Gang qu'ils doivent se racheter aux examens pratiques.
Liu Gong est d'accord et tous deux regardent Lin Zishan, jurant de l'écraser et d'effacer leur honte. L'examen commence par l'escalade où la vitesse détermine le gagnant. Comme prévu, les capacités physiques supérieures de Lin Zishan lui permettent de dominer facilement. Il escalade la paroi rocheuse avec une vitesse incroyable, laissant le duo de Nanyuan loin derrière pour assurer la première place. L'épreuve d'escalade d'arbre se termine de la même manière. Lin Zishan prend à nouveau la première place, tandis qu'un Wang Xuaji vaincu se plaint de ne même pas pouvoir voir son ombre. Alors que Lin Zishan excelle, il note que sa véritable préoccupation est pour Shen Qinggan. Comme il s'y attendait, elle a du mal avec l'escalade et termine dernière. Cependant, il n'est pas inquiet sachant que son véritable talent est dans l'eau et confiant qu'elle reprendra confiance en elle pendant le segment de natation. Ensuite, il y a le segment d'allumage du feu. Avec ses yeux sur le prix, Lin Zishan sait qu'il doit continuer à écraser le duo de Nanyuan. Il commence la tâche avec une concentration et une vitesse intense, créant avec succès un feu en seulement 58 secondes. Wang Shuji et Liu Gong regardent avec incrédulité, se demandant comment il peut être si rapide à tout, déconcerté par sa vitesse de main insensée. La dernière partie de l'examen de survie en milieu sauvage était la natation. Cette fois, c'était au tour de Shen Qinggan de briller. Tirant parti de son affinité naturelle pour l'eau, elle a nagé avec une vitesse incroyable, écrasant facilement le duo de Nanyuan et portant un autre coup dur à leur confiance brisée. Wang Shuji était incrédule, incapable de comprendre comment Shen Qinggan pouvait soudainement faire preuve d'une telle puissance explosive dans l'eau, concluant qu'il devait halluciner. Après l'examen, Wang Shuji et Liu Gong, vaincus, sont restés silencieux pendant longtemps. Cependant, leur silence n'a duré que le temps du déjeuner. L'après-midi, l'examen final d'arts martiaux a commencé. Le professeur, Yao Yuanfeng, a annoncé qu'il était temps de tester leur progrès avec une compétition de combat. Les 3 premiers recevraient des prix pour motiver la classe. Pour Wang Xuoji et Liu Gong, cela a ravivé leur espoir. Remplis de détermination, ils ont décidé de reconquérir leur fierté. Ils ont estimé que c'était un cours d'arts martiaux où la forme physique et la technique de combat comptaient vraiment. Ils pensaient que si Lin Zishan était faible en arts martiaux, ses autres scores n'avaient aucun sens. Avant le combat, le professeur a fait faire à tout le monde un test physique comme échauffement, mesurant leur sprint de 100 mètres, leur levée de poids à une main et leur saut vertical. Lin Zishan, se retenant pour ne pas être trop voyant, a quand même réalisé une performance incroyable. Il a couru le 100 mètres en 7 secondes et 78 centièmes et a soulevé un haltère de 330 kg d'une seule main. Son saut vertical était de 2,18 mètres, et il a facilement pris la première place dans les 3 épreuves, en veillant à ne battre que légèrement le duo de Nanyuan. Ils ont de nouveau été complètement choqués. Wang Xuaji ne pouvait pas comprendre comment Lin Zishan pouvait être plus rapide, tandis que Liu Gong était déconcerté par le fait que quelqu'un qui n'avait pas l'air musclé puisse être si fort. Essayant de se ressaisir, Wang Xuaji a rappelé à Liu Gong que l'échec au test physique ne signifiait pas qu'il perdrait au combat car le vrai combat exigeait aussi de la technique. Ils se sont convaincus que leur technique supérieure leur donnait une chance. Après le test, tout le monde s'est déplacé vers la zone de duel pour les combats d'entraînement. Désireux de mener à bien sa survie de la réalisation de l'objectif, Lin Zishan est entré en premier sur le ring. Cependant, après sa démonstration écrasante, personne n'a osé le défier. Même Wang Shuji et Liu Gong se sont retenus pour observer d'abord. Voyant l'impasse, le professeur est intervenu. Il a appelé un élève nommé Liu Wei et lui a ordonné de se battre avec Lin Zishan. Les deux se sont affrontés, mais le match était terminé avant même de commencer. Pour gagner du temps, Lin Zishan a mis fin au combat instantanément avec un seul coup de poing dévastateur qui a envoyé Liu Wei voler. Il a ensuite traversé le reste de ses adversaires à toute vitesse, terrassant tous les élèves de la classe avec la même efficacité brutale. En regardant cela, Wang Shuji et Liu Gong sont laissés dans un désespoir total. Wang Shuji réalise avec horreur que Lin Zishan est bien plus fort qu'il ne l'imaginait et qu'il ne se donnait probablement pas à fond pendant le test physique. Il se demande comment quiconque pourrait rivaliser avec un tel monstre. Alors que leurs esprits sont brisés, Yu saute soudainement sur le ring, en criant le nom de Liu Gang. Il pointe Liu Gang du doigt, déclarant qu'il s'est échauffé et qu'il est à son apogée et le met au défi de se battre. Désireux d'évacuer sa frustration, Liu Gang accepte volontiers. Il en déduit que, même s'il n'est pas confiant face à Lin Zishan, il peut certainement vaincre Yu et jure de l'aplatir en 30 secondes. Avec un cri de guerre, Yu se précipite en avant, et les deux s'affrontent dans un échange rapide de coups. Cependant, le combat est décidé par l'écart évident de leur puissance. Liu Gong attrape facilement le coup de pied de Yu, utilise sa force supérieure pour le faire tourner autour de lui puis le projette hors du ring. Yu s'écrase violemment, vaincu et vomissant. Debout victorieusement, Liu Gong regarde son camarade de classe vaincu. Il lui fait un compliment ironique, reconnaissant que la technique physique de Yu est la meilleure de leur classe, mais concluant avec suffisance qu'il est toujours meilleur. Après sa victoire, Liu Gang se tourne pour voir Lin Zishan s'approcher. Lin Zishan lui lance calmement un défi pour qu'il se batte. Intérieurement, il voit cela comme une occasion parfaite de progresser dans sa quête de réalisation. Fort de sa victoire et débordant de confiance, Liu Gang sourit et accepte, déclarant qu'il n'a pas peur. Liu Gang passe immédiatement à l'offensive avec un coup de poing puissant.
Cependant, l'écart entre leurs capacités est évident. L'Inzichan se déplace à une vitesse fulgurante, esquivant sans effort l'attaque et laissant des images rémanentes. Avant que Lugan ne puisse enregistrer ce qui s'est passé, l'Inzich rencontre un coup de pied rapide. Le puissant coup frappe directement le dos de Lugan, et il est envoyé voler hors du ring, vaincu d'un seul coup. Les deux membres du duo de Nanyuan étant complètement vaincus, les autres élèves commencent à se moquer du dernier debout. Ils crient à Wang Chuoji, lui demandant s'il va venger son frère tombé au combat et lui disant que la fierté de Nanyuan repose désormais entièrement sur ses épaules. Il se moque, lui disant de ne pas se dégonfler. Agacé, Wang Chuoji ordonne à la foule de se taire, affirmant qu'il avait déjà prévu de se battre. Il se précipite sur le ring pour affronter l'Inzichan. Alors qu'il se tient devant son adversaire extrêmement puissant, il vole sa détermination, se disant que ce qui doit arriver arrivera, et qu'il doit trouver un moyen de le vaincre. Déterminé à gagner, Wang Chuoji crie qu'il va tout donner et se précipite sur l'Inzichan avec une attaque furieuse. Cependant, son effort est futile. L'Inzichan arrête sans effort le coup de poing d'une seule main et contre avec un seul coup dévastateur qui envoie Wang Chuoji voler à l'envers. Il s'écrase violemment sur le sol du gymnase, assommé et bavant, vaincu aussi facilement que tout le monde. Une fois que le duo de Nanyuan est éliminé, l'Inzichan procède à l'élimination systématique du reste des garçons de la classe, les uns après les autres, avec la même efficacité sans effort. Après avoir vaincu tous les élèves masculins, il vérifie son système. Il note que, selon les règles de l'accomplissement de la survie du plus apte, vaincre plusieurs fois la même personne ne compte qu'une seule fois. Cela signifie que ses seuls adversaires restants dans la classe sont les filles. Il se demande si l'une d'entre elles sera même disposée à se battre avec lui. À sa grande surprise, les filles sont plus que disposées. Une foule de ses camarades de classe se rassemble, rougissant et faisant avidement des gestes de cœur, toutes voulant avoir une chance de le combattre. La première à se porter volontaire est Chu Yuton qui lève la main avec enthousiasme et le met au défi. Elle saute sur le ring et attaque avec une vitesse et une agilité surprenantes. Cependant, l'Inzichan est toujours à un autre niveau. Il esquive facilement son attaque, la laissant commenter son incroyable vitesse. Elle atterrit gracieusement, déçue d'être venue si près mais de ne pas avoir pu l'attraper. De façon inattendue, après la défaite de Chu Yuton, les autres filles se portent également volontaires pour le défier une par une. Bien sûr, l'Inzichan se retient considérablement lorsqu'il affronte les filles. Son objectif principal n'est pas de leur faire du mal, mais simplement de gagner les matchs officiels et de terminer sa réalisation le plus rapidement possible. Bientôt, l'Inzichan termine son entraînement avec toutes les filles de sa classe. Bien qu'il ait réussi à vaincre tous les élèves, il est encore loin d'avoir terminé sa tâche de réalisation. Il est un peu déçu, mais son humeur change rapidement lorsque son professeur, Yao Yuanfeng, annonce soudainement de bonnes nouvelles. Le professeur félicite la classe et leur dit qu'en tant qu'élèves d'élite, ils doivent apprendre à défier ceux qui sont au-dessus d'eux. Il annonce ensuite que dans un mois, leur classe défiera la classe ordinaire la plus forte de la deuxième année, et il s'attend à ce qu'ils soient prêts. L'Inziquin, qui était juste frustré par le manque d'adversaires pour accélérer sa survie de la réalisation du plus apte, est ravi. Un nouveau match lui a été livré directement à sa porte, une véritable bénédiction. Après le renvoi de la classe par le professeur, Lugan, nouvellement humilié, approche l'Inzichan. Il admet qu'il avait sous-estimé l'école et déclare qu'à partir de maintenant, il considérera l'Inzichan comme son rival pour les 3 prochaines années. L'Inzichan se rend compte qu'avec le projet du professeur de défier constamment d'autres classes, il ne serait peut-être pas impossible de réaliser son objectif en un an. Wang Chuoji le confronte également, jurant de laver l'humiliation de sa défaite avant qu'il ne soit diplômé. L'Inziquin, cependant, se concentre davantage sur les avantages pratiques. Il calcule qu'il a gagné plus de 3000 yuan grâce au seul prix d'examen. Cela l'excite car il peut maintenant utiliser cet argent pour acheter plus de viande de bête. Il serre le poing en ignorant complètement le duo non-yuan qui sont laissés fumant face à son mépris arrogant. Cette nuit-là, de retour dans sa chambre, il réfléchit à sa situation financière. Bien qu'il ait gagné de l'argent grâce aux récompenses, il est encore loin d'en avoir assez pour acheter toute la viande de bête dont il a besoin. Pour gagner plus d'argent, il décide de suivre les traces de ses parents et s'inscrit comme auteur de romans web, commençant ainsi son parcours d'écriture. Grâce à sa racine céleste de sagesse, son écriture est exceptionnelle. Le lendemain matin, il trouve une invitation à un contrat de la plateforme Uewen dans ses messages. Après avoir signé le contrat, une nouvelle de ce jour attire son attention. Le reportage parle d'un incident terrifiant survenu il y a à peine 2 heures. Un rat mutant géant a attaqué un entrepôt frigorifique de viande congelée à la périphérie de la ville. Le reportage détaille l'horrible attaque. Le rat mutant mesurait plus de 5 mètres de long et était si puissant qu'il a coupé un cyborg en deux. Dans un dernier acte désespéré, le cyborg capturé a activé son noyau d'énergie de secours caché pour s'autodétruire, emportant l'ennemi avec lui. L'explosion qui a suivi a été massive, faisant exploser le rat mutant géant sur le coup. En lisant les nouvelles, l'Inzichan est horrifié. Il fixe une image d'un rat monstrueux, se demandant avec une crainte croissante combien d'autres de ces rats mutants géants sont cachés dans la ville de Shanghai. Il se demande également où de telles créatures énormes pourraient bien se cacher.
Le jour de la séance d'entraînement contre la classe régulière la plus forte de la deuxième année arrive, et les élèves se rassemblent au gymnase du lycée de Shanghai. Avant le match, le professeur Yao Yuanfeng tient une réunion de stratégie avec ses meilleurs combattants. Il les avertit que même si leurs meilleurs combattants sont forts, la classe adverse est globalement plus forte et utilisera probablement des tactiques défensives pour les épuiser. Il leur ordonne de terminer leur combat le plus rapidement possible. Dès la fin de la réunion, Lin Zishan se précipite vers le ring, désireux de vaincre autant de nouveaux adversaires que possible pour achever sa survie de la réalisation la plus apte. Il se porte volontaire pour passer en premier. Son adversaire, une grande fille aux longs cheveux blonds de la classe de deuxième année, entre sur le ring. Voyant contre qui elle se bat, elle se plaint immédiatement à son professeur, soulignant que la classe d'élite a envoyé son combattant le plus fort en premier. Elle affirme qu'elle est l'élève la plus faible de sa propre classe et se demande comment elle est censée le combattre. En entendant cela, le professeur Yao Yuanfeng se précipite vers le professeur adverse, un homme plus âgé qu'il appelle frère Feng. Il l'accuse avec colère d'avoir enfreint les règles tacites de l'entraînement en classe, qui dictent que les élèves les plus faibles doivent se battre en premier. Il exige de savoir pourquoi l'autre professeur a envoyé son élève le plus fort se battre lors du premier match. Pour régler le différend, le professeur Yao ordonne à Lin Zishan de descendre de la scène, lui disant qu'il peut y aller plus tard et de laisser les élèves les plus faibles y aller en premier. Lin Zishan accepte à contre-cœur et descend. Le professeur désigne alors Zhang Yijia et lui dit d'y aller en premier, mais elle est prise au dépourvu et proteste qu'elle n'est pas prête. Voyant une opportunité, Shen Qing'an s'avance. Elle se porte volontaire pour se battre, disant au professeur Yao que puisqu'elle est la plus faible, elle devrait être la première à y aller. Shen Qing'an entre nerveusement sur le ring pour affronter la grande fille blonde, clairement intimidée. Depuis la touche, ses camarades de classe, dont Churui et Heiyu, commencent à applaudir bruyamment, criant des encouragements pour leur ami, Anan. Cependant, la soudaine pression ne fait que rendre Shen Qing'an encore plus nerveux. Le match commence et la blonde attaque immédiatement avec un coup de poing puissant, que Shen Qing'an parvient à bloquer. Malgré le fait qu'elle soit surpassée, Shen Qing'an est déterminée. Elle sait qu'elle ne peut pas gagner, mais elle est déterminée à tenir aussi longtemps que possible, en adoptant une stratégie purement défensive pour épuiser l'endurance de son adversaire. Son plan s'avère étonnamment efficace. 3 minutes plus tard, la blonde respire fortement, surprise par l'endurance de Shen Qing'an. Elle se rend compte que si le combat continue, elle manquera d'endurance et décide qu'elle doit terminer le match rapidement. Elle se précipite en avant avec un dernier coup de poing décisif. Le coup atterrit et Shen Qing'an est projeté au sol, vaincu. Alors qu'elle se relève, elle est visiblement embarrassée. Le professeur, Yao Yuanfeng, loue sa performance. Il lui fait un signe de pouce levé, lui disant qu'elle a fait du bon travail et que sa stratégie défensive était très intelligente. Lin Zishan la réconforte également en lui tapotant doucement la tête. Il lui dit qu'elle a bien fait, qu'elle a duré plus de 3 minutes contre une aînée avec une année de formation supplémentaire et qu'elle a fait de grands progrès. Rassuré, Shen Qing'an lève les yeux vers lui avec un sourire heureux. Après la défaite de Shen Qing'an, une autre camarade de classe aux cheveux bruns de la classe d'élite entre sur le ring. Voyant que son adversaire aîné est à court d'endurance après le match précédent, elle y voit une opportunité et se précipite pour attaquer. Elle lance un coup de pied puissant, mais l'aîné, plus expérimenté, esquive facilement le coup et contre-attaque avec un coup de poing rapide au visage. La fille aux cheveux bruns est rapidement maîtrisée et épinglée au sol où elle crie de douleur et est forcée de se rendre. Debout au-dessus de son adversaire vaincu, l'aîné lui demande en se moquant si elle méprisait la classe régulière en chargeant si imprudemment. Elle continue de narguer la fille, lui disant que même si elle n'a peut-être pas son talent, elle s'est entraînée pendant une année entière. Elle la renvoie, lui disant de revenir se battre après s'être entraînée pendant une autre année. Juste à ce moment-là, Churui s'avance. Remplie de détermination, elle déclare qu'elle vengera Shen Qing'an et écrasera l'aîné.